Notre histoire commence à l'Académie des superpuissances. Le protagoniste, Ning Feng, joue en riant à des jeux sur son téléphone tout en marchant. Il était plongé dans un jeu en ligne lorsque quelqu'un lui a asséné un coup de paume. Il le gifle violemment au visage. Wang Yu lui demande ce qu'il faisait et lui rappelle que l'examen d'éveil est sur le point d'avoir lieu. Au lieu de se préparer, il jouait à des jeux. Il lui demande en riant si ce n'est pas une combinaison de travail et de repos. Il lui dit ensuite qu'il a déjà 18 ans et que, tout au plus, il se réveillera dans une profession ordinaire à 1 ou 2 étoiles. Il se penche alors vers elle et lui dit qu'il n'est pas différent d'elle, qui a obtenu une profession 5 étoiles à 16 ans, et lui demande pourquoi il devrait travailler si dur s'il peut simplement compter sur elle à l'avenir. Ce qui la met en colère. Elle l'attrape alors par le cou en lui criant qu'elle le laissera compter sur elle. Alors qu'il s'étouffe, les hommes remarquent Wang Yu et pensent qu'elle doit être revenue d'un entraînement spécial. De plus, leur province n'a pas produit de génie tel que Wang Yu depuis de nombreuses années. Pour Wang Yu, le fossé entre les gens est trop grand parce qu'elle est belle, riche et talentueuse. Ils remarquent alors qu'il essaie de récupérer son téléphone, ce qui amène les hommes à se demander qui c'était. L'un d'eux répond qu'il s'agit de Ning Feng, la tristement célèbre ordure de l'école car il est sur le point d'avoir 18 ans, mais ne s'est toujours pas réveillé. Wang Yu le tire par les oreilles, tandis que les hommes, visiblement irrités, demandent comment quelqu'un comme la déesse Wang Yu, une jolie beauté, peut fréquenter une telle personne. L'un des hommes répond qu'il a entendu dire qu'ils étaient amis d'enfance. Mais il se demande comment une personne comme elle peut fréquenter un ami d'enfance comme Wang Yu, alors qu'il vient d'un orphelinat. Blue Star est un monde où les jeux et la réalité se confondent. Et à condition d'avoir plus de 16 ans, ils ont la possibilité d'éveiller leurs capacités et de devenir des aventuriers. Quelqu'un dit alors aux étudiants que le prochain miracle de l'éveil pourrait être eux. Ning Feng attendait dans la file, se demandant ce qui se passait avec Wang Yu parce qu'elle était à nouveau si sérieuse, alors que c'était la 3e fois qu'il passait l'examen et qu'il n'était pas un débutant. L'instructeur leur dit que les élèves appelés à l'avant doivent se rendre dans la zone de test pour l'évaluation, et que les élèves qui réussissent à s'éveiller recevront un ensemble d'équipements de base pour leur profession. Ils doivent également se préparer à l'examen pratique. Les élèves commencent à discuter de ce qu'ils veulent obtenir lorsque l'instructeur appelle son nom. Il se dirige vers l'avant, tandis que les élèves lui demandent de façon taquine s'il n'est pas l'élève de 3e année, et chuchote qu'il suit toujours la déesse Wang Yu, pensant qu'elle est si puissante et qu'elle ne s'est pas encore éveillée à 18 ans. Il s'est alors approché de l'enseignante, Kai Wai, qui lui a dit en souriant de ne pas être nerveux. Elle lui ordonne de poser sa main sur le cristal et de détendre son esprit, ce qu'il fait. Une fois installé, il attend sans s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose. Mais il a été choqué lorsque le cristal s'est allumé. Il laisse tout le monde stupéfait et surpris. Il se dit qu'il doit pouvoir s'éveiller parce que le cristal réagit à lui, et il sait que la lumière bleue représente le système magique. Les élèves commencèrent à se moquer de lui, mais il s'en moquait, sachant que l'éveil lui permettrait automatiquement d'acquérir des compétences initiales. Il décida de voir combien d'étoiles de la profession il pourrait éveiller. Les cristaux libèrent alors différentes couleurs. Il fut choqué de voir le système lui indiquer qu'il avait éveillé une profession d'1 étoile et appris une compétence, la technique de la boue. Kai Wai a estimé qu'il était dommage qu'il n'obtienne qu'une seule étoile. Les élèves ont commencé à se moquer de lui. Ils l'ont taquiné en lui disant de se dépêcher de descendre parce qu'il était gênant de rester là, et que les ordures sont des ordures. Kai Wai lui a demandé quelle compétence il avait éveillée, et il n'a pas répondu. Kai Wai l'appela à nouveau, attirant son attention, et il la regarda, confus. Elle a trouvé qu'il avait l'air d'avoir beaucoup souffert de son apparence. Et après tout, ce silence à la fin, il n'était toujours qu'une étoile. Elle lui a ensuite donné son équipement et lui a ordonné de le revêtir et de passer à l'étape suivante. Il s'éloigne, se demandant s'il n'a pas mal entendu. Il s'est souvenu que le système lui avait dit que son éveil était terminé, et il avait gagné des capacités passives, Dark Kinship et Mystery Gift. Le système lui a également expliqué que la compétence passive, parenté obscure, signifie qu'il ne subira pas de contre-coup de la puissance obscure, et qu'il pourra utiliser des sorts interdits sans aucun coup. La compétence passive. Don Mystérieux lui permettait de lancer des sorts interdits 1 fois par semaine sans consommation. Il se demanda si le pouvoir obscur était la puissance la plus maléfique de ce monde, et si les sorts interdits étaient le niveau le plus élevé de la magie. Mais ensuite, le système lui a dit qu'il avait obtenu la technique du marais de boue, et qu'il commençait à se transformer, ce qui l'a amené à se demander ce que signifiait la transformation, et ce qu'il en était. Le système vient de lui dire que la transformation était terminée, et que la technique des marais de boue s'était transformée en malédiction interdite. Une coquille de terre fétide, qui le laisse stupéfait et confus quant à ce qui se passe. Il pensait que l'obscurcissement et les sorts interdits n'avaient pas l'air bien,
et il savait qu'il lui restait l'examen pratique. Alors il espérait que rien ne se passerait mal. Plus tard, l'instructeur leur a dit que 50 personnes entreraient par groupe, chacun affrontant des monstres dans le royaume pour se familiariser avec leurs compétences nouvellement éveillées. Les candidats n'étaient pas autorisés à former des équipes ou à s'attaquer les uns les autres, et des drones les superviseraient. Kaiwai a dit à tout le monde de confirmer leurs compétences dès que possible, et de ne pas s'inquiéter parce que les autres ne les verraient pas. Le système lui indique alors que sa compétence active est la carapace de terre, un sort interdit qui invoque la puissance des ténèbres d'un autre monde pour former un bouclier protecteur capable d'écraser tous les ennemis qui s'approchent. Il sait que ces mots sont très dangereux, et il se demande s'il s'agit d'un sort maléfique. Il pense qu'il aura des ennuis si quelqu'un découvre sa compétence. L'instructeur leur a alors ordonné d'entrer dans l'arène, ce qu'ils ont tous fait, tandis qu'ils criaient au système, paniqués, pour obtenir une explication. Il franchit alors le portail et débouche sur une forêt ensoleillée. Les élèves commencent à utiliser leurs nouvelles compétences pour vaincre les gobelins à l'intérieur. Pendant que les autres se battent contre les gobelins, il se cache dans les buissons. Lorsqu'un gobelin s'approche de lui, il se cache immédiatement. Il pensait que tout le menu de l'examen était surveillé par des drones, et il n'osait donc pas utiliser ses sorts interdits de façon désinvolte. Mais, sachant qu'il n'avait pas d'autre moyen d'attaque, il décida de se cacher et d'attendre une opportunité. Il ne remarque pas le drone qui vole au-dessus de lui. Un homme qui l'a vu se cacher en colère a dit que tous les autres montaient en niveau en tuant et lui a demandé ce qu'il faisait. Kaiwai appela l'homme Capitaine Zhu et lui expliqua que Ning Feng s'était réveillé relativement tard et qu'il n'était pas en bonne santé. De plus, la seule compétence activée qu'il possède est un sort défensif, peu adapté au combat en solitaire. Le Capitaine Zhu lui dit de rappeler Ning Feng à l'ordre, car il n'est pas nécessaire qu'il poursuive l'examen, après tout, avec une profession à une étoile. Il ne peut pas devenir un véritable aventurier. Le Capitaine Zhu se retourne vers l'écran et lui demande ce qui se passe. L'homme répond qu'il ne sait pas, mais qu'il semble que le drone ait été attaqué et que l'alimentation ait été coupée. L'homme lance alors une alerte à tout le monde et signale que des fluctuations de puissance inhabituellement élevées ont été détectées dans le royaume. Ce qui fait paniquer le Capitaine Zhu, qui ordonne à ses hommes d'enquêter rapidement et de découvrir ce qui se passe. En revanche, à l'intérieur de l'arène, le drone a été détruit en morceaux. L'homme était à terre, tremblant de peur et demandant comment il pouvait y avoir des monstres aussi puissants dans la salle d'examen. Tout en regardant l'énorme gobelin, lames acérées en main, le gobelin ordonne à ses frères de se lever et de ne plus être asservis. Il ordonne alors au gobelin de laisser mourir ses envahisseurs sur place, ce que les gobelins acceptent. Le drone se rapprocha des gobelins, mais le chef l'attaqua avec son pouvoir. Il explose et tombe dans un buisson voisin. Ning Feng, caché dans sa tête, se demandait pourquoi le drone était tombé. Mais il fut choqué de voir une nuée de gobelins l'entourer. Le chef des gobelins dit en riant qu'il y avait en fait un petit insecte. Quelques gobelins s'élancèrent vers lui pour l'attaquer tandis qu'il se demandait pourquoi tant de monstres se rassemblaient et devinait que celui du milieu semblait être un chef d'élite. Il réalisa alors que le drone avait disparu et se dit que c'est l'occasion rêvée de vérifier si le sort interdit est bien réel. Il leva la main et une force violette émana de lui. Le chef des gobelins fut choqué de voir un mort-vivant sortir de terre. D'autre part, à la station, un homme a crié que tous les écrans avaient perdu la connexion et qu'une fuite de puissance obscure s'était soudainement produite dans les royaumes, soupçonnée de provenir d'un monstre de niveau roi ou supérieur. « Capitaine, vous avez ordonné à ces hommes d'appeler immédiatement des renforts et d'évacuer tous les non-combattants à proximité. » Kaiwai savait qu'un monstre de niveau roi ou supérieur était un désastre capable de détruire une ville et se demandait pourquoi une présence aussi terrifiante se trouvait dans le menu de l'examen. De retour dans l'arène, le chef des gobelins transpirait d'horreur et de peur en voyant son pouvoir. Mais Ning Feng se contenta de libérer ses morts vivants pour qu'ils attaquent les gobelins. Il était étonné de voir les sorts interdits à l'œuvre, pensant qu'ils étaient un peu dégoûtants et collants, ce qui l'effrayait. Alors que ces morts vivants tuaient les gobelins un par un, le système l'informait qu'il avait tué un serviteur gobelin, ce qui lui permettait de gagner tant de points d'expérience et d'en gagner continuellement pour chaque gobelin tué. Le chef des gobelins, choqué par la puissance des ténèbres, lui demanda s'il n'était pas humain et comment cela était possible. Puis, se rendant compte que ses mouvements ralentissent, le chef lui crie de ne pas s'approcher davantage. « Mais les morts vivants se sont enroulés autour d'elle et l'ont tuée !» Le système l'informe alors qu'il a tué l'avant-garde gobelin et qu'il a gagné 6000 points d'expérience. Un instant plus tard, le système afficha les informations relatives à son personnage. Son métier était mage, son niveau était de 10, sa santé de 10, sa force de 8, son agilité de 8, son esprit de 20 et son expérience de 12. Il était stupéfait d'avoir gagné 10 niveaux en une seule fois.
sachant que lors des examens pratiques des années précédentes, les participants ne pouvaient monter que d'un ou deux niveaux au maximum. Il pensait que les points d'expérience des petits monstres étaient tous très bas, se reposant principalement sur le monstre d'élite de tout à l'heure, et se demandait comment des monstres d'élite pouvaient apparaître dans le menu d'examen. C'est alors qu'un objet s'illumine devant lui. Il se rendit compte qu'il s'agissait du butin laissé par le monstre d'élite, et il remarqua que les deux objets étaient de qualité orange. Il s'empare de la marque d'avant-garde, un objet consommable de qualité orange, qui lui confère un attribut d'agilité permanent de plus temps. Ensuite, il y avait la griffe de boucher de l'ombre, également de qualité orange, avec un niveau d'exigence de 20. Elle offrait plus 13 de force, plus 16 d'agilité, plus 10% de vitesse d'attaque, plus 5% de taux de coup critique, 10% de chance de déclencher un combo, et pouvait être incrustée de 3 améliorations au maximum. Il savait que la qualité orange était déjà considérée comme un trésor de niveau épique, ce qui signifiait qu'ils étaient certainement très précieux. Et bien qu'il ne puisse plus utiliser la griffe, l'équipement orange pouvait encore se vendre pour beaucoup d'argent, excité à l'idée de monter facilement en niveau en tuant des monstres et de devenir enfin riche. Il est alors surpris lorsque le capitaine ordonne à tout le monde d'abandonner immédiatement le test et utilise le parchemin de téléportation pour évacuer les lieux. Il se demandait ce qui se passait. Soudain, il sentit une forte puissance se répandre autour de lui. Lorsqu'il jeta un coup d'œil en arrière, il fut choqué de voir des trous dans le sol, ce qui l'amena à se demander pourquoi il y avait tant de désolation à cet endroit, si c'était le pouvoir de la malédiction interdite, et s'il s'agissait de pièges. Il a immédiatement ouvert son parchemin, sachant que ce serait terrible si quelqu'un le découvrait, et qu'il devait donc s'enfuir. Les autres élèves ont utilisé leur parchemin pour quitter l'arène à leur tour. Le capitaine Zhu a crié à tout le monde de ne pas rester là et de partir immédiatement pour retourner en ville. Zhu serra les dents, pensant que même si toutes les personnes présentes faisaient équipe, elles ne pourraient pas résister à un monstre de niveau roi ou supérieur, et il ne savait pas si des renforts arriveraient à temps. Mais Zhu fut choqué de constater que la source de la force obscure avait soudainement disparu. Il se demande avec effroi si ce démon ne s'est pas échappé hors du royaume. Lorsqu'il sortit de l'arène, il vit Kai Wai dire à quelqu'un que c'était déjà au-delà de ceux qu'il pouvait gérer, qu'elle ferait un rapport immédiatement, et que tout le monde devait rester silencieux pour éviter un chaos à grande échelle. Elle a également ordonné l'activation du plafond de l'école, ne laissant qu'une seule sortie pour permettre au personnel non concerné d'évacuer rapidement. Il a appelé Kai Wai pour lui demander, mais elle s'est contentée de lui demander s'il allait bien. Il lui répond qu'il va bien, et elle lui ordonne de partir rapidement en lui disant que l'école est temporairement suspendue et qu'il ne doit revenir que si c'est nécessaire. Plus tard, il demande à Wang ce qui se passe, car il semble que leur professeur, Kai Wai, soit confronté à un ennemi redoutable. Elle répond qu'elle a entendu dire qu'une source d'énergie inconnue avait été détectée sur le lieu de l'examen et que toute l'école avait été bouclée. Il se demande s'il ne s'agit pas du monstre d'élite non identifié et pense à la difficulté qu'il a eu à endurer jusqu'à son réveil. Le test est interrompu à mi-parcours. Wang Yu remarque sa déception et pense que l'incident l'a durement touché. Elle lui dit alors que les sorts défensifs peuvent lui sauver la vie, mais qu'ils ne sont pas adaptés pour monter en niveau seul et commencer demain. Il devra faire équipe avec eux. Il l'a remercié pour sa gentillesse, mais lui a dit que ce n'était pas nécessaire parce qu'il pouvait monter en grade tout seul. Il répond fièrement que ce n'est pas qu'il ne veut pas le faire, mais qu'il ne connaît que les sorts interdits, et qu'il ne peut donc pas les utiliser devant les autres. Elle lui crie alors qu'aucun refus n'est permis, et que demain matin, à 8 heures, à la porte ouest, elle l'attendra. Il tente de l'arrêter, mais elle s'éloigne, le laissant frustré et criant. Il lui demande pourquoi elle ne l'écoute pas. Il s'écrie également que Wang Yu est tellement autocratique. Mais il se calme, sachant que c'était mauvais et se demande s'il ne devrait pas faire semblant d'être malade. Il réalise alors que cela ne marchera pas car avec la personnalité de Wang Yu, il ne pourra pas l'éviter indéfiniment. Il réfléchit alors à un plan et se demande s'il va fonctionner. Plus tard, il arrive à la bourse de Yu et Cheng, conscient que certains équipements sont assortis de compétences. Il prévoit d'acheter un objet auquel est attaché un sort de meilleur et de faire semblant de l'utiliser demain. Il entre dans le magasin, espérant que le système ne transformera pas la compétence de l'équipement en un sort interdit, et pense à vendre le butin des combats de monstres précédents. Une jolie dame lui demande comment elle peut l'aider, et il répond qu'il aimerait acheter un objet avec le sort meilleur, qu'il s'agisse d'une arme, d'un vêtement ou d'un accessoire. Elle lui demande s'il est un élève nouvellement éveillé, et lui dit qu'il n'est pas nécessaire d'acheter spécifiquement un sort de bas niveau comme le sort meilleur, car ils ont beaucoup d'objets avec des sorts de haut niveau, plus adapté à la montée en niveau. Elle lui propose de lui en montrer, mais il répond qu'il n'en a pas besoin parce qu'il n'en a besoin que temporairement, et que le niveau d'équipement n'a donc pas besoin d'être trop élevé. La dame appelle alors quelqu'un pour l'aider et s'en va.
Elle lui fit remarquer qu'après tout, il était sans le sou et qu'elle n'allait pas se donner la peine de le servir, et qu'il devait donc laisser la nouvelle venue s'occuper de lui, ce qui le laissa perplexe. Ensuite, une autre dame lui demande comment elle peut l'aider, et il répond la même chose. La dame lui a montré l'équipement. Il a essayé les gants, l'armure et une épée qu'il ne pouvait pas soulever. Mais finalement, il s'est contenté d'une bague. La dame lui a demandé s'il était satisfait de cette bague, et il a répondu qu'elle lui convenait. Il a ensuite remercié la dame de l'avoir accompagné dans tant de magasins, et lui a demandé où il pouvait vendre du butin. La dame l'a emmené dans la salle de consignation des évaluations. L'homme à l'intérieur les invite à entrer, et la dame informe l'homme, Wang, qu'il veut vendre du butin. Il a montré l'armure, demandant si Wang pouvait les aider à l'évaluer et à en déterminer le prix. Wang vit qu'il s'agissait d'une arme orange basée sur l'agilité avec des exigences de bas niveau, dotée d'excellents attributs, tout à fait adaptés aux nouveaux venus, et qu'elle comportait également 3 emplacements de gemmes, permettant des ajustements selon les besoins pour obtenir des effets plus appropriés. Wang lui a dit qu'il s'agissait d'un bon article et que plusieurs clients devraient être intéressés par cet équipement. Wang lui a ensuite demandé s'il avait des exigences particulières en matière de prix, et il a répondu que plus le prix était élevé, mieux c'était. Wang lui a dit qu'il comprenait, et lui a demandé d'attendre un moment parce qu'il allait passer un coup de fil pour contacter les clients. Wang a ensuite appelé Lady Yang pour lui dire que Ning Feng était son invité, et qu'elle devait donc s'occuper de lui, ce qu'elle a accepté. Wang a appelé un certain Zhang pour lui demander s'il était toujours à la recherche d'un bon équipement pour son fils et lui a dit qu'il en avait un sur place, tandis que Yang lui servait du thé à côté. Après l'appel, Wang l'informe que l'équipement a été vendu et que l'acheteur est prêt à payer 50,000 cristaux. Cependant, après avoir déduit 8% de frais de transaction, il recevra 46,000 cristaux. Cette révélation choque Ning Feng, et Yang le regarde aussi avec incrédulité. Un peu plus tard, Wang mentionne que s'il remplit les formalités, l'argent sera immédiatement transféré sur son compte. Ning Feng répond que c'était rapide et qu'il pensait juste acheter quelques pièces d'équipement supplémentaires. Wang lui assure qu'il lui en recommandera d'autres sous peu, garantissant ainsi sa satisfaction. À l'extérieur de la pièce, une autre dame demande à la jolie dame de tout à l'heure si elle ne lui a pas dit qu'elle aimait surtout les beaux garçons et lui demande pourquoi elle a laissé partir ce jeune homme. La jolie dame répond qu'elle n'aime que les beaux garçons riches et puissants, sous-entendant que les pauvres garçons ne sont même pas dignes de porter ses chaussures. Puis, le voyant émerger avec Wang et Yang, ils interrogent la jolie dame pour savoir pourquoi son client est maintenant avec maître Wang. L'autre dame révèle qu'elle a entendu dire que le beau gosse avait vendu un équipement pour 50,000 pièces de cristal et qu'il était en train d'en choisir un autre, ce qui les a choqués lorsqu'elles ont appris que la commission représentait plus de 3 mois de leur salaire. La jolie dame est stupéfaite et s'exclame que c'est elle qui aurait dû le recevoir. La commission devrait donc lui revenir. Après avoir fait ses courses, Yang lui dit de prendre soin de lui et ajoute que la prochaine fois qu'il viendra, il devrait la trouver directement. Elle se présente alors comme Yang Xin. Le lendemain, Ning Feng sort fièrement avec son nouvel équipement. Il est soulagé d'avoir testé l'équipement hier soir et de constater que le sort qui l'accompagne ne sera pas affecté par le système. Il n'a donc pas à s'inquiéter de l'exposition. Il appelle alors joyeusement Wang Yu. Mais quelqu'un dit à Wang Yu qu'il ne s'attendait pas à la trouver là. Elle voit un groupe devant elle, composé d'un guerrier bouclier, d'un mage, une grande hache, un berserker et un clerc. Elle les lui présente comme des membres de sa guilde, et 2 d'entre eux lui sourient. Mais les 2 autres le fixent sérieusement. Il se demande ce qui ne va pas avec ces 2-là, car ils ont l'air de lui devoir 80 millions S. Le guerrier au bouclier dit à Wang Yu qu'il se souvient qu'elle était sur le point d'atteindre sa 2e transformation, ce qui l'incite à demander à l'homme ce qu'il entend par là. Ning Feng fut stupéfait d'entendre cela, sachant que les transformations ne peuvent être achevées que tous les 30 niveaux, ce qui l'amena à se demander si Wang Yu était presque au niveau 60. Cette révélation montre clairement pourquoi Wang Yu est considérée comme une fille de génie avec une note de 5 étoiles depuis le début. L'homme répond alors que ce n'est pas grand-chose, qu'il voulait juste lui faire un cadeau. Il lui a donné une potion d'agilité avancée, consommable, de qualité orange, qui augmente de façon permanente l'attribut d'agilité de Plutri. L'homme berserker s'exclame qu'il s'agit d'une potion avancée qui augmente les attributs de façon permanente. Le clerc lui demande si elle a raison de penser qu'elle est chère. L'homme répondit que ce n'était pas grave, car la potion ne coûtait que 20 à 30,000 pièces de cristal. Cependant, tous 2 étaient d'accord pour dire que le problème principal était qu'il était difficile de se procurer des potions d'un tel niveau, même avec de l'argent. Son père avait demandé de l'aide à de nombreux amis et avait finalement réussi à en obtenir une. Elle remercie l'homme pour sa gentillesse, mais lui dit qu'il peut reprendre le cadeau. L'homme n'est pas d'accord, soulignant que la potion est très précieuse.
Il lui demande alors si elle n'est pas déterminée à entrer dans la meilleure université. Elle se retourne et répond que ce n'est pas nécessaire, qu'ils ont encore des choses à faire et qu'ils doivent passer en premier. L'homme, visiblement en colère, pointa Ningfeng du doigt et demanda à Wang Yu si elle allait vraiment perdre son temps avec ce genre d'ordure. Elle a appelé avec colère l'homme Zhao Cheng pour l'avertir. Mais Cheng lui a demandé avec taquinerie ce qui n'allait pas et lui a fait remarquer qu'une étoile n'était qu'un déchet et qu'elle n'arriverait jamais à rien dans sa vie. Ningfeng se demanda pourquoi Cheng le prenait soudain pour cible, qui était ce type, s'il était malade, et s'il devait simplement lui jeter un sort interdit pour régler l'affaire. La dame religieuse a tenté de persuader Cheng qu'il devait partir, mais il a insisté pour qu'elle s'écarte, déclarant que ce n'était pas ses affaires. Il lui dit avec véhémence que le corps entier de Ningfeng ne pouvait pas équivaloir à la valeur d'une seule potion d'attribut et qu'il devait repartir pour éviter de s'embarrasser davantage. Cependant, il fut calmement confronté par Ningfeng, qui lui demanda s'il agissait comme un chien enragé, mordant les gens sans discernement, et souligna que ce n'était qu'une potion plus 3, mais qu'il osait se vanter avec autant d'arrogance. Cheng répliqua avec colère, se demandant ce qu'il avait dit, et s'il cherchait à mourir. Le mage interpella alors Cheng, lui demandant s'il possédait quelque chose de plus formidable pour justifier son attitude et pourquoi il ne le leur montrerait pas. Cheng, en accord avec son équipe, lui a dit que s'il pouvait produire un tel objet, il s'agenouillerait et compterait pour lui, mais que s'il échouait, il ferait le geste à sa place. Après avoir libéré l'objet, il demanda à Cheng de se préparer et l'offrit à Wang Yu en guise de cadeau. Surprise, elle découvre qu'il s'agit d'un insigne de pionnier, un objet orange qui améliore les attributs de façon permanente. Elle s'est renseignée sur cet objet qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Cheng bégayant s'est demandé comment un objet pouvait fournir de façon permanente un gain d'attribut de plutène et a supposé qu'il s'agissait d'un mensonge. Cependant, il a suggéré avec confiance qu'ils le testent pour s'en rendre compte par eux-mêmes. Wang Yu, d'abord hésitante, a accepté le badge en lui assurant qu'il l'avait trouvé chez lui et qu'il le lui destinait. Son équipe l'a encouragé à utiliser le badge immédiatement. Impossible de contenir leur impatience. En l'utilisant, elle confirma avec enthousiasme l'augmentation de ses attributs, ce qui étonna l'ecclésiastique. Pendant ce temps, Cheng et le mage nièrent cette possibilité, accusant Ningfeng de volume. Il rappelle à Cheng qu'il doit compter de manière audible en raison de sa prétendue déficience auditive. Cheng, défiant, refuse, mais lorsque Meng Yu l'interroge sur son hésitation, il a cherché le soutien de son équipe, mais celle-ci est partie. Il n'y a pas d'autre solution. Cheng s'est agenouillé à contre-cœur et a procédé à un décompte bruyant. Il s'est ensuite éloigné en saluant tout le monde et en leur disant qu'il les reverrait plus tard. Une fois éloigné, Wang Yu s'est excusé auprès de lui, mais il lui a dit d'arrêter, indiquant que leur relation ne permettait pas de s'excuser. Sourire. Il lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de l'accompagner, car il préférait qu'elle termine sa deuxième transformation et qu'elle entre dans la meilleure université. Il lui a également dit qu'il savait qu'il ne pourrait pas progresser si elle était là. Elle lui a sommé de ne pas baisser les bras, ce à quoi il a répondu qu'il ne baissait pas les bras. Elle lui a ensuite donné quelque chose, qu'il a vu être des livres de compétences. Elle lui a expliqué qu'il pourrait les apprendre une fois qu'il aurait atteint le niveau approprié. Remarquant qu'ils étaient tous de qualité violette, il lui demanda s'ils étaient chers. Elle répondit qu'ils ne coûtèrent pas cher et qu'ils étaient incomparables à l'insigne qu'il lui avait offert. Il lui a donc dit qu'il les accepterait. Plus tard, dans un dangereux cimetière situé à la périphérie du royaume secret, les morts-vivants se sont jetés sur eux. Puis, une flèche a volé, frappant un mort-vivant à la tête. Il cria que c'était 666 et pensa silencieusement que l'expérience gagnée était si faible. Mais il ne pouvait pas dire à Wang Yu qu'il avait déjà atteint le niveau 10, ce qui l'amena à se demander ce qu'il pouvait faire alors qu'il se sentait lui aussi impuissant. C'est alors que le téléphone de Wang Yu a sonné et qu'elle a décroché. La dame Claire l'informa qu'ils venèrent d'apprendre que le grand patron, le nécromancien déchu, était sur le point d'apparaître et qu'une telle occasion était plutôt rare. La dame lui a alors demandé si elle voulait poursuivre. Elle lui a demandé si elle venait. Cheng les interrompt en demandant « Comment allons-nous combattre le boss si Wang Yu ne vient pas ? Dites-lui que le nécromancien de la loi déchue peut laisser tomber des objets de mage rares, qui sont très importants pour lui. » Wang Yu est restée silencieuse en entendant cela et l'a regardé, lui qui lui disait d'y aller parce que tout allait bien. De toute façon, ils étaient tous les deux dans ce royaume secret, et ils pourraient monter en niveau plus tard. Elle a accepté et lui a dit de se rendre dans la zone de sécurité et de l'attendre, ce qu'il a accepté avec enthousiasme. Elle a ensuite sauté et s'est envolée tandis qu'il lui criait de prendre soin d'elle et de venir jouer souvent lorsqu'elle en aurait le temps, ce qui la pousse à lui crier de se taire. Lorsqu'elle est partie, il sourit, pensant qu'il était enfin seul, et dit fièrement que le grand patron était là aujourd'hui. Il était heureux de s'être préparé tôt hier et d'avoir appris 2 compétences supplémentaires, car elles pouvaient toutes être utilisées gratuitement une fois. Plus il y avait de sorts interdits, mieux c'était.
Le système lui montre alors la compétence passive Donne des Arcanes, qui permet de lancer tous les sorts interdits une fois par semaine sans consommation. Il étira ses bras d'un air déçu, pensant qu'il n'avait que 3 emplacements de compétences à son niveau actuel, et qu'il savait qu'il ne pourrait pas utiliser le livre de compétences que Wang Yu lui avait fourni avant d'atteindre le niveau 15. Il a ensuite examiné ses 3 compétences actives et ses 2 compétences passives. Pendant ce temps, dans une tombe périlleuse, l'un des hommes de l'autre équipe a dit à ses membres que le grand patron était apparu dans les profondeurs de la haute tour du royaume secret, et qu'il devait se frayer un chemin jusqu'à là à partir d'ici. Il devait être prudent, car ce donjon est très difficile et les monstres qui s'y trouvent sont très dangereux. Cependant, ils furent tous choqués lorsqu'une puissance flamboyante passa à côté d'eux. La dame dit à son équipe qu'il y a déjà une équipe d'aventuriers devant, ce qui fait que l'homme se demande en bégayant comment ils ont pu être si loin devant. Mais les autres hommes remarquèrent qu'il s'agissait de Wang Yu et Cheng de la Guilde du Lion, et dirent à son équipe que même s'ils étaient placés à l'échelle nationale, ils restaient des nouveaux venus extrêmement puissants. Les autres hommes ont accepté et leur ont dit que les autres n'avaient aucune chance en regardant. À la Guilde du Lion, on s'enthousiasme et on tue facilement les monstres du front. Le clerc demanda à l'homme berserker s'il pensait que Wang Yu était devenu encore plus fort, ce à quoi l'homme berserker répondit par l'affirmative. Après tout, l'agilité de Wang Yu avait augmenté de tant point. Pendant ce temps, dans le royaume secret, au cœur d'un périlleux tombeau, un trou noir interdit est apparu. Il en sortit en disant avec enthousiasme que le sort interdit de la magie spatiale, effectivement rapide, s'appelait le pas du vide. Il s'agit d'un sort interdit qui traverse l'espace vers le monde des ténèbres, se rend rapidement à l'endroit ciblé et peut durer 1 heure. Un instant plus tard, un trou pour les yeux est apparu sur le sol, et le chef du périlleux tombeau en sortit. Mais il lui a dit calmement qu'il était tard. Il lança immédiatement une puissante attaque contre lui. Il a provoqué une forte explosion, et n'a laissé que de la poussière à l'endroit où il se trouvait auparavant. Elle le traite furieusement d'aventurier arrogant, et lui demande comment il a osé apparaître seul, pensant qu'il avait disparu. Mais il réapparut derrière elle grâce à sa magie spatiale. Il a répondu qu'il ne voulait pas partager le butin avec quelqu'un d'autre. Il activa ensuite sa compétence pluie de météores, un sombre sort interdit qui invoquait une féroce pluie de feu depuis le ciel, causant d'énormes dégâts. Le chef a été choqué de voir des pierres pleuvoir au-dessus de lui. Il frappe tous les monstres de la tour et provoque une énorme explosion. Il a immédiatement utilisé sa magie spatiale pour s'éloigner de la pluie. Il vit le système lui indiquer qu'il avait tué un démon cadavérique, un démon lunaire, un fantôme d'érosion, un fantôme de fête sombre, un guerrier en armure et un guerrier en armure véritable, gagnant 12 points d'expérience au total, soit 200 pour chacun d'entre eux. Le système lui montre alors qu'il a tué un nécromancien déchu, ce qui lui fait gagner 50 points d'expérience et atteindre le niveau 30. Il se dirigea vers les objets abandonnés, sachant que le butin était abondant et qu'il pourrait utiliser le pendentif et les pierres précieuses. Malheureusement, les 2 livres de compétences n'étaient pas réservés aux mages, mais ils valaient tout de même beaucoup d'argent. Il décida d'absorber l'emblème du nécromancien, pensant que même si cela réduisait son endurance, il pouvait l'accepter. Après avoir absorbé l'emblème du nécromancien, le système lui a montré que pendant la transformation, il pouvait débloquer la profession cachée de magicien mort-vivant ou activer les tâches prérequises pour la profession cachée de mage élémentaire. Il sourit, sachant que les professions cachées sont assez rares et innées, et qu'il n'y a donc aucun moyen d'intervenir. Ce qui l'amène à se demander si ces emblèmes ne seraient pas la clé de l'activation des professions cachées. Il décida alors de son choix et cria qu'il ne devait plus parler car un vrai homme devait devenir un mage élémentaire. Pendant ce temps, son règne de météores s'étendait au périlleux tombeau où Wang Yu et son équipe se battaient. Le berserker paniqué demanda ce qui n'allait pas et cria qu'il s'agissait d'une fluctuation magique terrifiante. Wang Yu ordonna à tout le monde de cesser d'avancer et de battre en retraite. Mais Cheng n'était pas d'accord. Il voulait tuer le nécromancien, ce qui la poussa à lui crier dessus, lui demandant s'il voulait mettre tout le monde en danger alors que la situation était déjà si dangereuse. Chen serra les dents, pensant que ce n'était pas de chance. Après avoir battu en retraite, elle saisit immédiatement son téléphone pour informer Ningfeng. Mais elle a lu que Ningfeng lui avait envoyé un message disant qu'il avait des affaires urgentes et qu'il partirait en premier. Plus tard, il arriva à la salle de transformation et entra à l'intérieur, remarquant qu'il n'y avait pas grand monde. Il aperçoit alors la dame sur le côté. La dame lui a demandé s'il était là pour recevoir la tâche de transformation, ce à quoi il a répondu « oui ». La dame a accepté et lui a dit de la laisser enregistrer d'abord ses informations. Elle a ensuite commencé à lui poser des questions sur ces informations, auxquelles il a répondu. La dame n'arrivait pas à croire qu'il subissait une transformation à 18 ans et avait remarqué que ses aptitudes étaient un peu faibles. Elle se leva alors et lui demanda de la suivre jusqu'à la transformation en mage, ce qu'il accepta.
Lorsqu'ils arrivèrent à la transformation des mages, la dame lui dit de suivre la procédure et qu'elle sortirait en premier, ce dont il la remercia. Lorsque la dame est sortie de la chambre, elle a vu quelqu'un et a demandé au capitaine Zhu s'il y avait quelque chose d'anormal. Zhu répondit qu'il venait d'aller enquêter sur place et que le tombeau périlleux avait subi de graves dommages. De plus, la source d'énergie n'était pas encore claire, mais le niveau de menace estimé pouvait atteindre un roi ou plus. La dame demanda à Zhu s'il y avait eu 2 menaces de niveau roi en seulement 2 jours, ce que Zhu confirma. Il lui dit alors qu'il a été envoyé par les autorités supérieures, demandant à Solitary Shadow d'agir. D'autre part, dans la salle de transformation, le système indiqua à Ningfeng que sa première transformation était de devenir un sorcier lécheur, avec pour condition d'entrer dans le royaume de l'illusion, la tombe de Wumangi, et d'obtenir l'objet de la mission, la couronne d'âme sanglante. Le délai est de 3 jours, et la difficulté est d'un niveau. L'autre option est le mage dieu tout système, qui est la première transformation préquelle, avec des conditions pour entrer dans le royaume des illusions, le temple divin Uyong, et obtenir l'objet de la mission, l'emblème sacré. Le délai est de 3 jours et la difficulté est de niveau S. Il choisit le dieu mage tout système, pensant qu'il s'agit juste d'une mission préquelle. Le système lui demande de vérifier à nouveau les informations pertinentes. Une fois sa mission réglée, il sort de la pièce. Pensez qu'il est vraiment digne d'une profession cachée. Même une mission de niveau S est apparue. Il était heureux qu'il lui ait donné 3 jours, ce qui n'était pas trop stressant pour lui. Une autre dame lui a souri et lui a dit au revoir, et il a souri et l'a salué. Mais il remarque qu'il ne s'agit pas de la dame de tout à l'heure. Pendant ce temps, dans le périlleux tombeau, un homme raconte avec enthousiasme à Zhu que c'est la première fois qu'il voit un membre de l'ombre solitaire et que sa tenue est différente. Mais Zhu lui demande de se taire et lui répond qu'après tout, l'existence de cette organisation est un secret officiel. Zhu a expliqué qu'il est dit que les membres de l'ombre solitaire possèdent tous des professions cachées rares qui leur permettent d'utiliser le pouvoir des ténèbres au combat en se spécialisant dans l'exécution de missions spéciales. La dame s'est touché la tête de douleur et a dit à tout le monde qu'il s'agissait d'un pouvoir des ténèbres si puissant que, même s'il s'était beaucoup dissipé, il l'affectait encore. Elle explique à Zhu qu'elle n'a trouvé aucun indice et qu'il semble que les coupables aient disparu après avoir causé les dégâts, ce qui rend impossible la détermination de leur objectif. Zhu lui dit que récemment, il a reçu des rapports fréquents selon lesquels certains royaumes secrets ont montré des signes inhabituels, ce qui pourrait être le prélude à une sorte de crise, et il lui demande s'il y a un lien entre eux. Elle répondit que c'était difficile à dire et qu'elle consulterait ses supérieurs et augmenterait les effectifs. Zhu n'arrivait pas à croire que même la célèbre ombre solitaire, Kuang Lan, trouvait cela gênant. L'homme demande à Kuang Lan si le coupable se limite à un monstre et s'il pourrait s'agir d'autres personnes. Mais elle demande à l'homme s'il veut dire que le coupable est un mutant comme elle, ce qui pousse l'homme à s'excuser et à expliquer qu'il ne voulait rien dire d'autre. Elle répond calmement que le niveau de menace a dépassé celui du roi et qu'il faut contrôler une telle puissance des ténèbres. Le coup n'est pas quelque chose que le corps humain peut supporter. L'homme demande si cela signifie qu'un monstre exceptionnellement puissant est caché dans la ville et qu'il pourrait provoquer une catastrophe à tout moment. Elle est d'accord et répond qu'il se cache probablement dans l'obscurité et qu'il faut le trouver au plus vite. Pendant ce temps, le monstre dont il parlait était chez lui, trouvant du réconfort dans la pénombre ambiante. Il s'assit sur son lit, pensant qu'après avoir atteint le niveau 30, 4 emplacements de compétences supplémentaires avaient été ajoutés. Il décida de commencer par apprendre 2 livres que Wang Yu lui avait donnés. Il a ensuite indiqué au système qu'il souhaitait apprendre une compétence passive, la défense terrestre, et a cliqué dessus. Le système lui a montré que la compétence passive, défense de terre fétide, prend automatiquement effet lorsqu'il est attaqué, les dégâts étant absorbés à 100% par la carapace de terre fétide, jusqu'à la limite des dégâts que la coquille de terre peut infliger. De plus, une fois l'attaque terminée, la carapace de terre fétide se répare progressivement. Il avait compris que les malédictions interdites pouvaient aussi fusionner avec des sorts de niveau inférieur pour produire de nouveaux effets, et il disposait ainsi d'un autre moyen de défense, rendant les dégâts ordinaires totalement inefficaces contre lui. Il ouvrit ensuite l'autre livre, et le système lui indiqua que la compétence détectée, la technique de chute de pierre, pouvait fusionner avec les malédictions interdites de la coquille de terre fétide et de la pluie de feu météorique, et qu'elle avait été exécutée automatiquement. Il a ensuite appris la compétence passive « Maîtrise des éléments », terre, et le système lui a montré qu'il pouvait améliorer de 20% tous les effets des sorts basés sur la terre. Après avoir passé en revue ses livres et ses compétences, il a remarqué que le nombre d'emplacements de compétences était toujours de four. Il a donc décidé d'échanger ses livres et d'en acheter de nouveaux. Plus tard, dans la tour d'échange,
Il est entré et la dame de tout à l'heure l'a vu, pensant que c'était la même chose que la dernière fois. Elle s'est jetée devant lui en lui disant gentiment qu'elle était là, mais il lui a simplement répondu qu'il cherchait Yang-Shin. Elle a répondu avec force que Yang-Shin était avec un autre client en ce moment et qu'elle l'accompagnerait donc aujourd'hui. Cependant, il est passé devant elle, lui disant que ce n'était pas nécessaire et qu'il se contenterait de regarder autour de lui. La dame est frustrée et se demande s'il la rejette ainsi et si elle n'est même pas comparable à quelqu'un comme Yang-Shin. Elle l'a ensuite suivi, lui disant que ce n'était pas grave parce que c'était son devoir. Soudain, Yang-Shin court vers lui et l'appelle par son nom. Il lui a demandé si elle avait terminé et elle lui a répondu que ce n'était pas encore le cas, qu'elle était en train de manger à l'arrière. Mais son collègue lui avait dit qu'il était là, alors elle s'est précipitée. Il s'est excusé d'avoir interrompu son repas et lui a proposé de la traiter plus tard en guise de compensation, ce à quoi elle a répondu que c'était embarrassant. Pendant ce temps, la dame à l'arrière-plan était furieuse, pensant qu'il provoquait délibérément sa colère. Quelques instants plus tard, il montra les livres et dit à Wang qu'il voulait mettre en vente ces 2 livres de compétences et qu'il voulait aussi acheter d'autres livres de compétences de mage. Wang répond que ce n'est pas un problème et ordonne à Young de l'accompagner, ce qu'il accepte. Wang se souvenait que la dernière fois, il avait vendu une arme orange, mais cette fois-ci, il s'agissait de livres de compétences violets, ce qui l'a amené à s'intéresser à ses antécédents et à décider d'envoyer quelqu'un pour en savoir plus sur lui. Plus tard, Young et lui discutent au restaurant. Lorsqu'ils ont terminé, il a appelé le serveur pour lui demander l'addition, mais Young lui a dit que ce n'était pas nécessaire car elle avait déjà payé. Choqué, il lui a demandé s'il n'avait pas convenu qu'il la traiterait. Ce à quoi elle a répondu qu'elle avait une raison de le traiter et qu'il ne devait pas s'en inquiéter. Il lui a demandé quelle était la raison, mais elle a répondu avec humour que c'était un secret et qu'il devait y aller. Lorsqu'ils sont sortis, il lui a proposé de la raccompagner. Mais elle lui a dit qu'il n'était pas nécessaire de se déranger parce qu'elle se rendait à un autre endroit et qu'elle prendrait simplement un taxi. Il a accepté et lui a dit de faire attention. Lorsqu'elle est montée dans la voiture, le chauffeur lui a demandé où ils allaient et elle a répondu qu'elle se rendait au 2e hôpital de la ville. Elle sourit, pensant que grâce à Ning Feng, elle a gagné beaucoup de commissions et que les frais médicaux de son père pour ce mois ont finalement été réglés. Alors qu'elle pleurait de bonheur, la vitre de la voiture a volé en éclats et quelque chose a transpercé le conducteur. Elle a été horrifiée de le voir. Devant leur voiture, il y avait un portail au-dessus duquel sortaient de nombreux monstres, provoquant le chaos dans la rue. Elle a immédiatement saisi la poignée de la portière et a sauté de la voiture. Projetée au sol, elle se demande ce qui se passe et pourquoi des monstres apparaissent dans la zone de sécurité. Puis, un monstre est apparu devant elle, stupéfaite. Elle vit un homme sortir du portail qui lui sourit. Elle a alors attaqué le monstre avec son pouvoir. Mais le monstre ne subit pas la moindre égratignure et se contente de hurler de colère. Yang-Shin était stupéfaite avec un attribut d'une étoile et était au niveau 34, mais elle remarqua que son attaque était futile. Le monstre a alors brandi sa griffe pour l'attaquer, ce qui l'a fait crier de peur. Heureusement, le capitaine Zhu est apparu à temps et a décapité le monstre. Il lui a demandé si elle allait bien et elle a répondu par l'affirmative. Il lui a alors dit que si elle pouvait bouger, elle devait d'abord trouver un endroit où se cacher. Elle s'enfuit, tandis que Zhu remarqua que tout ce qui se trouvait autour avait été corrompu et que le royaume secret avait commencé à se confondre avec la réalité. Il n'avait jamais vu une situation aussi grave auparavant. Il regarda alors le monstre qu'il venait de tuer et remarqua que ces monstres n'étaient pas à la portée d'une personne ordinaire d'une étoile. Il se souvient alors des paroles de ses collègues selon lesquelles un monstre exceptionnellement puissant caché dans la ville pourrait provoquer une catastrophe à tout moment. Soudain, des doigts pointus l'atteignent. Mais heureusement, il a sauté à temps pour les éviter. Il a demandé à la personne qui l'a attaqué s'il était un mutant. L'homme répondit qu'il n'était pas ce genre d'ordure car il était le gardien de la puissance des ténèbres. Zhu se demanda ce que l'homme entendait par gardien, car il n'en avait jamais entendu parler auparavant. Mais il décida de mettre sa curiosité de côté, sachant que ce n'était pas le moment de s'attarder sur ce genre de choses. Il donne alors un coup d'épée à l'homme. Mais l'homme se contenta de donner un coup de poing à son épée, la projetant au loin. Il se rend compte que sa situation n'est pas bonne car l'homme a au moins le niveau d'un 3e transfert ou plus. L'homme posa alors son doigt sur le sol, libérant son pouvoir, et dit en riant que c'était son territoire. Il libéra ensuite une force obscure autour d'eux, disant à Zhu qu'un faible comme lui n'était pas de taille à l'affronter. Ils se sont jetés sur lui pour l'attaquer, pensant que personne n'était de taille à l'affronter. L'homme le transperça de ses griffes acérées et la force le projeta au loin. L'homme s'est écrié en riant qu'il était devenu vraiment plus fort et qu'il ressentait une poussée constante de puissance en marchant sur cette terre. Soudain, le pendentif du crâne de l'homme l'a traité d'humble humain et lui a dit de ne pas se laisser aller, ce qui a poussé l'homme à s'excuser.
Quelqu'un dans la fissure du ciel rappela à l'homme que son pouvoir lui avait été accordé par lui et que sans lui, il ne serait rien de plus qu'une créature rampante dans la terre, comme ses semblables. Un œil est alors apparu dans la fissure, et les démons en sont sortis peu à peu. Le démon ordonne à l'homme, qui est à genoux sur le sol et tremble de peur, de lui prouver qu'il a encore de la valeur. Et il devrait utiliser les habitants de la ville comme des sacrifices pour sa domination sur ce monde, ce que l'homme a respectueusement accepté. Entre-temps, quelqu'un a écarté le rideau. Et c'est Ning Feng qui sort des toilettes publiques. Il a été choqué de voir des cadavres dehors dans un monstre. Il se demandait ce qui se passait et ce qui s'était passé, puisqu'il venait juste de revenir pour utiliser les toilettes. Le monstre se retourne alors vers lui et s'élance à l'attaque. Mais le sol devant lui se fissure. Il a simplement attaqué le monstre avec son mur de terre. Il était heureux d'avoir dépensé beaucoup d'argent pour acheter cette arme aujourd'hui, qui était accompagnée d'une compétence violette et qui venait compléter son bonus de magie de mort. Il est ensuite sorti du bâtiment et a été choqué de voir que la rue était corrompue. Il a alors vu quelqu'un qui traînait un cadavre. L'homme jeta le cadavre de côté lorsqu'il vit Ning Feng, contrarié par le fait qu'il y avait encore des insectes oubliés. L'homme sauta alors et lança ses griffes acérées sur lui, prenant Ning Feng par surprise. L'homme a réussi à l'attraper, mais il fut choqué de voir Ning Feng lâcher un bouclier, faisant trembler son bras puissant. L'homme demanda en bégayant comment Ning Feng pouvait bloquer son attaque. Et le démon dit à l'homme qu'il s'agit bien d'une puissance des ténèbres. Le démon dit également à l'homme que la puissance de Ning Feng dépassait de loin la sienne, mais il se corrigea ensuite. Il déclara avoir perçu une aura plus terrifiante que la mort de la part de Ning Feng. Les yeux fermés, Ning Feng pensa que l'homme semblait très fort et se demanda s'il n'avait pas l'intention de jeter une malédiction interdite sur la ville. Il ouvrit alors les yeux et brisa le bras de cristal tranchant de l'homme. Incrédule, l'homme a crié pour appeler son chef, le démon. Ce dernier lui répondit simplement que l'utilisateur qu'il essayait de joindre était hors service, et qu'il devait donc s'en occuper lui-même. Les démons s'envolèrent alors vers le ciel, et se précipitèrent vers la fissure. Le chef des démons dit aux démons de se dépêcher de revenir parce qu'ils sont en train de fermer. Finalement, la fissure s'est refermée, et l'homme qui restait a demandé ce qui se passait, et comment son pouvoir avait disparu. Ning Feng se contenta de sourire à l'homme. Les mutants sont ceux qui, au cours du processus d'éveil, acquièrent la profession cachée des ténèbres. Ils peuvent manier le pouvoir des ténèbres, ce qui les rend plus forts que les professions ordinaires de même niveau. Cependant, dès qu'ils perdent la protection du pouvoir des ténèbres, ils deviennent vulnérables. L'homme hurle lorsque son corps est transpercé par un pic de terre, le tuant sur le coup. Ning Feng sait que cet homme pourrait être assez gênant, mais il est soulagé de pouvoir se concentrer sur une clôture sans se soucier de la défense. Il décide alors de ramasser rapidement le butin qui se trouve sur le sol et de se dépêcher de rentrer chez lui avant que quelqu'un ne le remarque. Un peu plus tard, dans la ville détruite, apparaissent Kuang Lan et une dame. La dame informe Kuang Lan que le monstre a reculé et que l'invasion du royaume a cessé. Elle remarque que deux sorts destructeurs, dont l'un est l'intrusion du royaume dans la réalité, apparaissent et disparaissent soudainement, ce qui la laisse perplexe quant aux intentions de leur ennemi. Elle s'enquiert ensuite de la situation ailleurs, et la dame répond qu'il n'y a pas de danger, à l'exception des lourdes pertes subies par l'équipe dans le sud de la ville, dont la situation actuelle n'est pas connue. Se souvenant que c'est au sud de la ville que Zhu est responsable, elle suggère qu'il s'y rende pour enquêter. Pendant ce temps, quelqu'un regarde l'homme qui a été transpercé et tué. Duan se demande si tous les biens de l'homme ont été emportés. Soudain, Kuang Lan apparaît et ordonne à Duan de ne pas bouger. Elle s'interroge alors sur son identité. Duan montre son badge, indiquant qu'il est membre du royaume des nuages, et l'assure de ne pas s'inquiéter. Elle reconnaît le badge et admet qu'il appartient à l'organisation non officielle composée uniquement de combattants. C'est eux qui le confirment. Elle mentionne qu'elle a entendu dire qu'ils agissaient toujours dans le secret et demande pourquoi il était là. Duan explique que le mort était à l'origine un membre de leur groupe, mais qu'il a trahi l'organisation et aidé le royaume à envahir la réalité, ce qui a entraîné l'assaut des monstres sur leur camp et fait de nombreuses victimes, à l'exception de quelques survivants. La dame demande si cet incident est similaire aux événements récents, et se demande si l'invasion du royaume s'est arrêtée parce que l'homme est mort. Duan répond en demandant s'ils ont tué l'homme. Elle répond que ce n'est pas le cas, et qu'elle ne sait pas qui l'a tué. Duan mentionne que l'homme aimait se cacher dans l'espace du royaume, soulignant sa nature rusée et ses propres tentatives infructueuses pour le retrouver. En réfléchissant à la situation, Kuang Lan se rend compte que malgré la force de Zhu, l'armée entière a été anéantie, ce qui suggère que le fait de tuer directement l'ennemi a mis fin à l'invasion du royaume. Cette révélation amène Kuang Lan et Duan à se demander s'il existe un personnage aussi redoutable dans la ville de Qinyu. Duan s'éloigne alors, ce qui l'incite à lui demander où il va. Ce à quoi il répond qu'il est parti chercher quelque chose. Pendant ce temps, dans la maison de Ning Feng, il a poussé un cri de joie en découvrant que le colis de l'homme contenait en fait 2 pièces d'équipement orange pour le métier de combattant.
Il s'agit d'Eternal Glory, un accessoire top 7 de qualité orange avec un niveau requis de 120. Et puis le pantalon Gloire éternelle, un autre set d'accessoires de qualité orange nécessitant également le niveau 120. Cependant, il se souvint que l'homme ne les portait pas, ce qui l'amena à penser que c'était probablement parce que le niveau de l'homme n'était pas assez élevé. Il savait que si l'homme les avait portés, il aurait dû utiliser des techniques interdites pour le vaincre. Il fixe ensuite le pendentif de l'homme, notant son aspect étrange, son manque de qualité et les informations inconnues. En faisant vaciller le pendentif, il espérait qu'aucun dieu ancien ne s'y cachait. Le pendentif ne bougeait pas, mais grâce à lui, le démon l'observait. Le démon, heureux d'avoir réagi rapidement et d'avoir fermé le royaume, espérait ne pas avoir été découvert. Lorsque Ning Feng fixa le pendentif et exprima son espoir qu'aucun dieu ancien n'était caché à l'intérieur, le démon sursaute et ordonne à ses démons de couper tous leurs contacts et de ne pas dévoiler leur emplacement à la hâte, ce que les monstres ont rapidement suivi. Le démon soupira de soulagement, pensant qu'il était proche et admettant qu'il était effrayé à mort. Il se demanda également comment Ning Feng avait pu le sentir. Le lendemain, à l'hôpital de la ville, Zhu, allongé sur le lit d'hôpital, couvert de bandages, raconte à Kuang Lan que c'est le jeune combattant qui les a sauvés. Il a raconté comment, dès que l'ennemi a vu le jeune combattant, il a immédiatement ouvert une brèche dans le royaume et s'est enfui. Elle a accepté, disant à Zhu qu'elle sentait vaguement que la force de Duan était comparable à la sienne. L'homme se demanda si l'homme, qui avait échappé à la capture des plus forts, avait en fait été abattu par un personnage mystérieux. Elle supposa que cela semblait être le cas pour l'instant. Elle se dit alors que l'homme mystérieux ne faisait peut-être que passer, ou qu'il se tenait à l'écart. Quoi qu'il en soit, ce personnage mystérieux n'était enregistré nulle part, et à part quelques traces de magie ordinaire, il n'y avait rien de particulier à découvrir sur le champ de bataille. Zhu s'est dit soulagé à l'idée que le mystérieux personnage puisse vivre parmi eux, se sentant très en sécurité à cette perspective. L'homme a ensuite fait part de son idée exagérée, se demandant s'il restait sur le champ de bataille des vestiges de la puissance obscure de la nuit précédente. Elle confirme ses soupçons en lui expliquant que leurs ennemis sont des monstres venus d'un autre monde. L'homme avoua sa confusion, se contentant de deviner la situation, et se demanda si le mystérieux personnage pouvait aussi être un mutant. Il remarqua que les deux sorts dévastateurs n'avaient fait aucune victime, et se demanda si le mystérieux personnage pouvait être un mutant. Zhu a rejeté cette idée comme impossible et exagérée, mais Kuang Lan a pris la suggestion au sérieux. Entre-temps, à la frontière, Ning Feng a annoncé son intention d'entreprendre la tâche de changement de poste, et demande s'il peut passer. Les hommes le laissaient repasser et il vit le temple de l'éclat. Alors qu'il se dirige vers le temple, il ne se rend pas compte que quelqu'un le suit. C'était Duan qui essayait d'enquêter sur lui. Il y a quelques jours, à l'échange, la dame informe Wang que Duan est venu le voir. Wang salue Duan et lui dit qu'il a entendu dire que Duan voulait acheter un ensemble de 4 combinaisons de combat transférées. La dame se dit qu'avec un homme aussi haut placé et aussi beau que Duan, qui était généreux avec son argent, elle n'aurait plus à s'inquiéter à l'avenir si elle parvenait à faire monter Duan à bord. Wang a alors mentionné à Duan que, par coïncidence, ils avaient un ancien client qui venait d'appeler et qui était prêt à vendre une combinaison de combattants à 4 transferts. Mais cet ancien client n'avait que 2 pièces pour le moment. Un haut et un pantalon. Duan s'est enquis de l'endroit où se trouvait cet ancien client. Wang a répondu que le client avait des engagements aujourd'hui et qu'il ne pouvait pas venir. Cependant, Duan remarqua que les détails concernant les 4 transferts, les 2 pièces, le haut et le pantalon correspondèrent tous à des informations clés sur la relique de son maître. Bien que cela n'ait pas été confirmé de première main, le costume mentionné était très probablement celui de son maître. Duan a demandé à Wang s'il pouvait lui dire où se trouvait son ancien client, et lui a dit qu'il pouvait payer pour l'information, ce qui a surpris Wang. Wang s'interrogea sur cette coïncidence, et se souvint qu'au moment où Ning Feng avait dit qu'il allait vendre le costume, Duan s'était présenté pour poser des questions, comme si tout avait été prévu. Wang s'est alors souvenu que son ancien client avait mentionné qu'il se rendait dans une ville voisine pour une affaire et lui a suggéré de l'appeler pour confirmer. Plus tard, Wang a demandé si Duan était déjà parti et la dame a confirmé qu'elle l'avait vu partir. Elle lui demande alors si quelque chose ne va pas et Wang lui répond qu'il a demandé à quelqu'un d'enquêter sur les antécédents de Ning Feng auparavant. On découvrit que les parents de Ning Feng, tous deux professionnels ordinaires à 2 étoiles, avaient disparu dans un accident lorsque Ning Feng était jeune, laissant Ning Feng seul. Ning Feng avait fréquenté le 7e collège de la ville et s'était réveillé à 18 ans. Mais il n'était qu'un professionnel d'une étoile. En entendant cela, la dame a été surprise et a dit à Wang qu'elle pensait que Ning Feng était impressionnant, mais qu'il s'avérait que Ning Feng était si peu remarquable. Elle s'est dit qu'elle avait toujours pensé qu'il y avait quelque chose d'anormal chez Ning Feng, qui avait l'air si pauvre, mais que c'était maintenant chose faite.
Elle demanda alors où Ningfeng avait acquis les objets qu'il vendait à leur comptoir, étant donné qu'un professionnel d'une étoile ne pouvait pas obtenir des objets d'une telle valeur. Wang répondit que c'était là le problème, et que même si Ningfeng était ami avec la fille du groupe familial Wang, ce dernier ne l'avait pas beaucoup aidé. La dame a remarqué que Duan semblait très malheureux tout à l'heure, et a demandé à Wang si le costume de Ningfeng avait pu être volé. Wang répond qu'il n'a peut-être pas été volé, mais qu'il n'a probablement pas été obtenu par des moyens légitimes, et que cette fois, Ningfeng semble avoir provoqué quelqu'un qu'il n'aurait pas dû. La dame répondit avec enthousiasme qu'un expert à 4 transferts était un personnage de premier plan, même dans la province de Beixian, et en conclut que les objets de Ningfeng avaient dû être volés, ce qui attisa son intérêt pour Ningfeng. De retour au temple de la Radiance, Duan se cachait derrière un rocher, suivant silencieusement Ningfeng. Il n'arrivait pas à croire qu'une personne aussi jeune puisse repousser l'invasion du royaume, surtout si l'on considère que même une personne aussi forte que son maître avait été vaincue par le chef du royaume. Duan sauta alors derrière un autre rocher pour continuer sa surveillance, se disant que d'après les informations dont il disposait, la relique de son maître pourrait être en possession de Ningfeng. Si Ningfeng n'était pas le redoutable, alors il devait s'agir de quelqu'un qui soutenait Ningfeng par derrière. Cependant, Duan comprenait l'importance de la prudence. C'est pourquoi il avait choisi de rester caché. En arrivant à l'entrée du temple de l'éclat, Ningfeng observa les aventuriers qui se battaient contre des monstres. Duan avait remarqué que Ningfeng changeait de tenue et pensait qu'en évaluant l'équipement de Ningfeng, il pourrait évaluer grossièrement sa force. Après avoir changé de tenue, Ningfeng paraissait extrêmement ordinaire, ressemblant à un étudiant qui n'avait pas encore obtenu son diplôme. Duan se demande alors s'il ne s'agit pas d'une sorte de déguisement. Il se convainquit qu'il devait s'agir d'un déguisement, car vu l'âge de Ningfeng, un déguisement de novice n'attirerait pas l'attention et lui permettrait de se fondre facilement dans la foule. Duan pensa que si Ningfeng cachait intentionnellement sa position, il risquait de perdre sa trace. Pour ne pas éveiller les soupçons, il décida de ne pas le suivre de trop près. Duan marqua alors Ningfeng avec sa compétence pour être sûr, activant son sens spirituel qui marque la cible dans sa conscience sans alerter Ningfeng. En suivant Ningfeng dans le temple, Duan remarqua que les monstres du royaume n'étaient pas de très haut niveau, ce qui l'amena à s'interroger sur la raison d'être de Ningfeng. Soudain, Ningfeng sembla sentir que quelque chose approchait, et il s'est rapidement protégé d'un monstre qui l'attaquait. Duan fut choqué, réalisant que Ningfeng avait déployé une défense absolue qui ne pouvait être franchie, quelle que soit l'attaque. Duan remarqua alors que les monstres évitaient Ningfeng, confirmant son soupçon que Ningfeng n'était pas un individu ordinaire. Lorsque Ningfeng s'arrêta, Duan se demanda si l'imposant personnage devant eux était le boss final, et si Ningfeng allait s'engager dans un combat à 1 contre 1. Il s'exclama silencieusement en pensant à l'avantage de n'avoir personne d'autre dans les parages. En observant le boss, Duan se demandait pourquoi quelqu'un d'aussi fort que Ningfeng se battait contre un boss de si bas niveau. C'était étrange, d'autant plus que la statue ne bougeait pas du tout. Ningfeng examina la zone et remarqua que le guide de la mission ne mentionnait pas l'énorme statue, qui tremblait de peur et s'efforçait de rester immobile. Il est entré dans la pièce et a déclaré haut et fort qu'elle devait s'y trouver. Il observe alors une statue colossale, un ange flottant dans le ciel. Le chef sans visage dévoila ses yeux luisants, et s'envola, laissant Ningfeng stupéfait. Il a levé les yeux, se demandant pourquoi elle s'est enfuie. Tandis que Duan, caché derrière lui, se demandait avec stupeur s'il pouvait s'agir d'un boss caché rare et comment Ningfeng en avait eu connaissance. Le système informa Ningfeng que sa mission était la mission de premier tour de mage de toute la série. Les conditions préalables étaient d'entrer dans le royaume du Temple de la Gloire, d'obtenir l'objet de la mission, l'emblème sacré, et de vaincre le boss caché du temple, l'ange à 6 ailes. Ningfeng sourit en s'approchant de l'ange, convaincu qu'il s'agissait bien d'une mission de rang S, et se demanda qui pourrait s'en charger s'il s'agissait d'un premier tour moyen. L'ange, proclamant sa peur, s'écrie qu'il est trop effrayant et se demande où il pourrait s'enfuir dans son propre royaume. Alors qu'il tente de s'envoler, un formidable orage s'abat sur le temple. Malgré sa peur, l'ange n'hésita pas à monter, tentant d'échapper à la présence de Ningfeng. Ningfeng leva sa paume ouverte vers le haut. Il active sa compétence Thunderfall Descent, qui permet d'invoquer un orage massif et de faire appel à la puissance des cieux. Un énorme dématérialisé dans le ciel. Un puissant coup de tonnerre s'abattit sur l'ange qui s'enfuyait. Il se désintègre lentement en cendres. Le tonnerre a également transformé le temple en cendres. Et Duan était à terre, effrayé par ce qu'il venait de voir. Duan n'en revenait pas, car il n'avait jamais vu une telle magie de destruction du monde auparavant. Duan savait que la force de Ningfeng était nettement supérieure à celle de 16 mètres, ce qui le poussait à se demander si Ningfeng pouvait être la puissance à 8 tours dont on parlait. D'un autre côté, Ningfeng soupira, pensant qu'avant d'avoir terminé le premier tour, son niveau ne pourrait plus augmenter.
Il remarqua qu'il avait accumulé de nombreux points d'expérience, qui n'étaient que du gaspillage pour lui. Cependant, il a décidé d'oublier cela car, avec l'emblème en main, il y retournerait et accomplirait la mission. L'emblème était l'emblème sacré, consommable, de qualité orange, et il pouvait augmenter de façon permanente les attributs spirituels de 8 et l'effet de récupération de 100%. Il sortit alors son parchemin de téléportation pour repartir, mais Duan se précipita vers lui et le traita de gros bras pour lui dire d'attendre un moment. Il fut saisi d'horreur en entendant Duan, et se demanda quand Duan était venu et s'il l'avait vu. Duan remarqua que l'expression de Ning Feng était très malheureuse. Duan lui dit de ne pas se fâcher et qu'il peut s'expliquer. Ils entendirent alors un bruit fort, et Ning Feng remarqua qu'il s'agissait de l'alarme. Il a donc dit à Duan qu'ils devaient quitter leur première place et qu'ils pourraient parler dehors. Ce à quoi Duan a répondu qu'il avait compris. Lorsqu'ils sont sortis du temple de l'éclat et qu'ils se sont installés dans un endroit calme, Ning Feng demanda à Duan s'il voulait dire qu'il l'avait suivi pendant tout ce temps. Duan s'excusa et lui expliqua qu'il ne voulait rien dire d'autre et qu'il voulait simplement confirmer. Après tout, Ning Feng avait l'air très jeune, et si Duan ne l'avait pas vu de ses propres yeux, il ne l'aurait pas cru. Duan lui a alors expliqué que même si son maître, aussi fort que lui, avait payé de sa vie à l'époque, il n'avait pu que sceller temporairement le royaume envahissant et laisser ce traître s'échapper. Au fil des ans, ce traître avait utilisé des humains comme offrande sacrificielle pour tenter de briser le sceau. Et Duan avait poursuivi cet homme pendant longtemps. Mais sans succès, Ning Feng savait que Duan était une puissance de 4e tour et pensait que si Duan ne s'était pas révélé, il ne l'aurait pas remarqué du tout. Mais il savait qu'en fin de compte, c'était parce que son niveau était trop bas et qu'à ce rythme, l'exposition n'était qu'une question de temps. Duan fut horrifié lorsqu'il remarqua que Ning Feng était soudainement devenu silencieux et se demanda si Ning Feng n'avait pas l'intention de le faire taire pour brouiller les pistes. Duan lui dit alors qu'il apprécie vraiment qu'il ait vengé son maître et que s'il a besoin de quoi que ce soit à l'avenir, il devra le lui faire savoir. Ning Feng savait que le niveau de Duan n'était pas bas et que Duan était un loup solitaire. Alors s'il pouvait établir une bonne relation avec Duan, il pensait que CE serait utile. Il a ensuite dit à Duan qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre que lui soit au courant de l'affaire d'aujourd'hui. Et Duan a répondu en toute confiance qu'il pouvait être assuré qu'il garderait ce secret. Duan sait que la magie de Ning Feng est porteuse d'une forte puissance obscure, mais elle ne fait pas de mal aux innocents. De plus, Ning Feng a repoussé l'invasion du royaume et sauvé la ville entière. Quelle que soit la raison, Duan sait que Ning Feng mérite son respect. Duan regarde Ning Feng et décide de s'installer dans la ville de Qinyu puisqu'il n'a nulle part où aller. Soudain, son téléphone sonne et lorsqu'il décroche, c'est son professeur, Kai Wei. Kai Wei lui demande où il se trouve et s'il a besoin de quelque chose, car elle est absente de la ville et s'apprête à revenir. Elle lui dit également qu'elle aimerait lui poser une question et qu'ils pourront en parler à son retour. Il accepte et met fin à l'appel, se demandant pourquoi Kai Wei l'a soudainement appelé. Pendant ce temps, Kuang Lan demande à Kai Wei comment s'est déroulée la rencontre. Et Kai Wei répond que d'après le ton de la conversation, il ne semble pas y avoir de problème et que Ning Feng se prépare déjà à revenir. Kuang Lan lui dit que Ning Feng, un étudiant qui s'est réveillé il y a quelques jours, a soudainement atteint le niveau du premier tour et que s'il n'y avait pas eu d'enquête opportune, cela aurait pu être négligé. Elle dit à Kuang Lan que Ning Feng a un bon caractère et étudie assidûment et qu'elle pense donc que Ning Feng n'est pas une mauvaise personne. Kuang Lan lui répond qu'elle n'a pas dit que Ning Feng était une mauvaise personne, mais que certaines choses doivent être clarifiées. Plus tard, dans la salle de réunion, un homme dit à tout le monde que la situation préliminaire est telle qu'elle est, et qu'ils continueront à suivre, mais qu'ils espèrent aussi attirer l'attention des supérieurs. Un vieil homme demande s'il y a autre chose, ce à quoi Kuang Lan répond par un signe de tête, et demande à tout le monde s'il est possible que les 2 sorts destructeurs de Qinyu City aient été causés par des mutants. Les 3 hommes se taisent un instant, et le vieil homme lui demande comment elle peut poser une telle question si elle est elle-même une mutante. Le vieil homme lui expliqua que les mutants utilisent la force des ténèbres et que le cerveau doit supporter les coups correspondants. Plus le mutant est puissant, plus les coups qu'il supporte sont élevés, ce qui le pousse à consumer sa vie, à perdre la raison, voire à se transformer lui-même en un nouveau monstre. Le vieil homme lui dit également que même les frais les plus ordinaires, si l'on n'y prend pas garde, peuvent conduire un mutant à une fin irrémédiable, et qu'un mutant équivaut à une menace de niveau royal qui ne peut tout simplement pas exister. L'homme l'a appelée son ancienne camarade de classe et lui a dit qu'elle était de plus en plus confuse. Il lui dit aussi qu'il admire son imagination concernant le mutant de niveau roi et que si elle aime tant inventer des histoires, elle pourrait tout aussi bien devenir scénariste. Cependant, elle a répondu qu'elle envisageait toutes les possibilités et que c'était à lui de décider s'il écoutait ou non. L'homme
visiblement agacé, lui a dit qu'elle essayait encore d'argumenter et qu'ils étaient tout simplement incompétents et ne pouvaient rien trouver. En riant, l'homme lui a dit que s'il y avait vraiment un mutant de niveau roi, il lui couperait la tête et la laisserait s'en servir comme d'un ballon pour donner des coups de pied. Le vieil homme se racla la gorge pour les arrêter et lui dit qu'ils avaient déjà envoyé une équipe d'enquêteurs à Kinyu City. Il espérait qu'elle pourrait coopérer activement et que, le chaos échéant, l'équipe d'enquêteurs se chargerait de tout son travail. Le vieil homme lui a également dit que sa demande d'ombre solitaire pour augmenter les effectifs n'avait pas été approuvée. Elle demanda avec colère au vieil homme s'il s'agissait d'un manque de confiance à son égard. Mais le vieil homme répondit que ce n'était pas un manque de confiance et la pria de les supporter encore un peu. Après la réunion, elle a tendu la main pour se détendre un peu. C'est alors qu'une dame est entrée précipitamment dans la salle de réunion et a fait son rapport. Pour elle, le temple du royaume de l'éclat à Longbow City avait été attaqué par une magie destructrice. Mais il n'y avait pas eu de victimes pour le moment. Kai Wai, paniqué, leur dit que lorsque Ning Feng a enregistré son lieu d'entraînement pendant l'enquête, c'était... Mais Kuang Lan l'a interrompu en lui disant qu'il était normal qu'il s'inscrive au temple de la Radiance. Kuang Lan sourit alors et dit que la situation devenait intéressante. Pendant ce temps, la ville de Longbow était enveloppée d'une barrière. Tout le monde se demande alors ce qui s'est passé au temple du soleil radieux. Un homme a assuré à tout le monde de ne pas s'inquiéter car les barrières avaient été élevées au plus haut niveau. Ceux qui isoleraient les forces obscures de l'extérieur et n'affecteraient pas le centre-ville, faisant croire à tout le monde qu'il était en sécurité. Il était frustré que l'agitation qu'ils avaient provoquée plus tôt ait déclenché directement l'alerte maximale, et qu'il n'ait plus qu'à attendre que l'alerte soit levée avant de prendre la voiture pour rentrer chez eux. Mais une fissure est apparue dans le ciel, à l'intérieur de la barrière. Un monstre en émergeait lentement. L'énorme monstre remarqua une barrière magique devant eux, et se demanda pourquoi on l'ouvrait. Mais il décida de l'ignorer, pensant que les humains sont si fragiles pour se cacher toujours derrière leur carapace de tortue. Une nuée de monstres est alors sortie de la fissure, le chef disant de manière taquine que c'était dommage pour les humains parce que ces choses ne pouvaient plus les arrêter. Le chef des monstres a alors pointé du doigt la barrière et a ordonné à ses sous-fifres d'attaquer. La barrière a permis aux serviteurs de voler à travers, laissant tout le monde confus. L'homme qui rassurait les gens leva les yeux, se demandant ce qu'étaient ces créatures. Et ils ont tous été choqués de réaliser qu'ils étaient des monstres. Un garde, paniqué, demande pourquoi les monstres franchissent la barrière. Mais l'homme remarque que la barrière n'est pas endommagée. Ce qui les amène à se demander comment les monstres sont entrés. Les gens ont reculé de peur. Mais Duen a calmement créé un bouclier pour se protéger et protéger les autres. Duen l'a appelé chef pour lui suggérer qu'il s'agissait peut-être d'une nouvelle invasion de royaume de haute intensité. Il a demandé à Duen s'il avait raison de penser que cela ressemblait à ce qui s'était passé dans la ville de Kingu la nuit précédente. Mais Duen lui a redemandé s'il devait intervenir. Il a demandé à Duen s'il avait une solution. Et quand Duen s'apprêtait à répondre, il s'est arrêté, sachant qu'il pouvait facilement s'en charger. Il s'arrêta, sachant qu'il pouvait facilement s'en charger, et se demanda pourquoi il lui demandait une solution. Duen s'est alors dit qu'il était impossible qu'il lui demande ce qu'il pensait. Il le mettait clairement à l'épreuve. Duen lui tend alors le cou en lui disant qu'il comprend et qu'il doit s'en remettre à lui, ce qui le laisse perplexe. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde et qu'il n'était pas pratique pour lui d'intervenir. Alors il a pensé qu'il devrait laisser Duen s'en occuper et répondre. Le chef des monstres a atterri sur le sol, choquant tout le monde. Le monstre rit d'un air taquin tandis que l'un des gardes décoche ses flèches en criant que le chef des monstres est mort. Cependant, le chef des monstres les bloqua facilement avec son épée. Un autre garde est apparu derrière le monstre leader pour l'attaquer. Mais d'un coup d'épée en arrière, le chef des monstres tua instantanément le garde. Horrifié, le garde a demandé comment cela était possible, criant qu'il ne pouvait même pas le toucher. Le chef des monstres, perçant le sol de son épée et la traînant en marchant, exprima sa déception, pensant qu'il y aurait des humains forts pour le défier. Les gens se sont enfuis en apercevant le monstre qui se dirigeait vers eux. Le chef des démons a levé son épée et l'a dirigée vers les gens en les considérant comme des déchets. Soudain, quelqu'un bloque son épée. Le chef des monstres fut choqué de voir qu'il s'agissait d'une seule personne tenant une dague. D'abord confus, Duen lui répond que même si son patron n'a pas vraiment besoin de sa protection, puisqu'il est là, il ne peut pas laisser son patron s'impliquer personnellement. Il rappelle alors le patron de Ning Feng en lui disant qu'il va s'en occuper. Ning Feng demanda à Duen s'il pouvait cesser de l'appeler patron, car cela le gênait un peu. Le chef des monstres se mit à rire, admettant que tous les humains n'étaient pas sans valeur après tout. Mais Duen, poussant l'épée du monstre de tête, envoie le monstre de tête au loin, l'endommageant légèrement. Avant que le monstre ne puisse retrouver son calme, il fut choqué de trouver Duen devant lui, armé de poignards. Duen a alors facilement découpé le monstre principal en morceaux en quelques secondes. Les spectateurs n'en croyèrent pas leurs yeux. Ils s'interrogèrent sur la force de Duen,
car le monstre n'avait aucune chance, et s'exclamait que Duen possédait des compétences considérables, probablement indicatives d'une classe cachée de grande étoile. Duen retourna vers Ning Feng, tandis que le monstre leader explosait en morceaux derrière lui. Duen, artiste martial légendaire de niveau 137, représente une classe cachée de 5 étoiles. Ning Feng, incroyablement surpris par les prouesses de Duen au combat, il a calmement informé Duen qu'il y avait quelque chose d'autre à cet endroit. Les monstres se précipitèrent vers le portail, réalisant que leur chef avait été tué. Les archers commencèrent à riposter, confiants dans leur capacité à maîtriser les petits monstres. Duen lui demande s'il a besoin de faire autre chose. Mais il s'est contenté de lever le pouce de Duen et de lui dire qu'il s'était bien débrouillé. Les gens n'arrivaient pas à croire qu'un combattant aussi redoutable que Duen témoignait d'un tel respect à un jeune homme, ce qui les amenait à se demander à quel point ce dernier était puissant et s'il pouvait être le fils d'une famille importante, voyageant avec des gardes pour acquérir de l'expérience. Duen lui montre alors le butin laissé par le monstre chef et le lui donne. Les gens s'exclamèrent que même s'il ne pouvait pas les utiliser lui-même, il valait des dizaines de milliers de cristaux chacun, et les dames demandèrent affectueusement à Duen s'il avait besoin d'une servante pour le servir. Il vit que l'un des objets était une grosse breloque dorée nommée Chasing Red, qu'il pensa être un livre de compétences d'agilité parfait pour Wang Yu. L'autre objet était le bouclier sombre, et il a dit à Duen qu'il le vendrait plus tard pour gagner de l'argent. Un guerrier, aidé d'un prêtre, appela ces deux puissants guerriers et leur demanda s'ils pouvaient leur parler, ce qu'ils acceptèrent. Quelques instants plus tard, le maire de la ville les a respectueusement remerciés d'être intervenus et d'avoir sauvé Longbo City. L'homme s'est alors présenté comme étant Kai Dongming, le maire de la ville de Longbo, et a remarqué qu'ils ne sembleront pas familiers et ne ressembleront pas aux habitants de la région. Il a répondu qu'ils étaient initialement là pour affaires, mais qu'ils étaient restés bloqués sur place et ne pouvaient pas partir pour le moment. Il demande alors si Kai Dongming a une idée de la raison de leur présence. Kai Dongming, visiblement effrayé, répond par la négative et demande si c'est parce qu'ils ont déclenché l'alerte maximale. Kai Dongming s'est alors excusé, admettant que c'était leur faute d'avoir causé un tel désagrément. Il a rapidement précisé que ce n'était pas leur faute, sachant que c'était lui qui l'avait causé. Kai Dongming ordonne alors à son homme d'aller chercher le parchemin de volume qu'ils viennent d'acheter et de l'offrir en guise d'excuse, ce que l'homme accepte. Il fut surpris d'entendre cela, sachant que le parchemin de volume était une denrée rare dans ces régions, et que, bien qu'il soit à usage unique, il permettait de voyager rapidement et facilement sur de courtes distances. Kai Dongming mentionne qu'ils ont reçu une demande désagréable en raison du chaos qui règne ces derniers temps, et demande s'ils peuvent rester à Longbo City pendant quelques jours car, comme ils l'ont vu, leurs forces de défense sont en effet un peu maigres. Il s'est excusé auprès de Kai Dongming, expliquant que son emploi du temps était serré et qu'il ne pourrait peut-être pas répondre à sa demande. En réalité, il ne lui restait plus que 3 jours pour effectuer sa transformation de classe, et, en cas de retard, la première transformation ne serait jamais achevée. Il a ensuite demandé à Kai Dongming s'il pensait qu'il était très oisif, ce à quoi Kai Dongming a répondu avec crainte qu'il s'agissait d'une négligence de leur part. L'homme tend alors à Kai Dongming le parchemin qu'il voulait. Il lui offrit la carte noire suprême du comptoir de Yuan Cheng en guise de remerciement. Il fut choqué en la voyant, ayant entendu dire que la carte noire suprême du comptoir de Yuan Cheng n'était donnée qu'à quelques personnes ayant réussi, et qu'elle accordait divers privilèges. Il comprit alors pourquoi Kai Dongming pouvait s'offrir un parchemin de volume, et devina que le statut de Kai Dongming devait être extraordinaire. « Entrez, prenez le cadeau et remerciez Kai Dongming avec le sourire. » Le maire a exprimé son espoir qu'il l'accepte. Sinon, il craignait vraiment d'être blâmé. Il leur a demandé s'ils pouvaient leur demander de l'aide si Longbo City était confronté à un danger à l'avenir. Il a répondu qu'il n'y avait pas de problème tant qu'il avait le temps. Tout le monde applaudit, croyant que la ville de Longbo est maintenant en sécurité. Ils ont ensuite utilisé le rouleau de volume et ont apprécié leur volume rapide, pendant ce temps, à King Yu City, dans la salle de transfert de classe. Le clerc leur annonça joyeusement que Wang Yu avait émergé. Chang et Wang Yu sortent alors de la salle. Mais elle a levé les yeux lorsqu'elle a senti quelque chose arriver. Ils ont vu des lumières violettes et vertes passer à toute vitesse devant eux. Chang lui demande ce qui ne va pas et elle lui répond qu'elle a juste vu 2 personnes passer en avion. L'un d'entre eux semblait être Ning Feng. Chang, sceptique, fit remarquer que le parchemin de volume coûtait des milliers de cristaux, ce qu'un pauvre type comme Ning Feng ne pouvait pas se permettre. Il se demanda également ce que Ning Feng faisait dans la salle de transfert de classe alors qu'il venait de se réveiller. Elle avertit sévèrement Chang que s'il parlait encore une fois de Ning Feng en mal, elle le lui ferait regretter. Chang recula, effrayé, se demandant pourquoi il parlait toujours d'un perdant sans valeur, et ce qui n'allait pas chez lui par rapport à Ning Feng. L'ecclésiastique a alors détourné leur attention en s'enquérant de 16 tâches de seconde transformation.
Chang a déclaré avec fierté qu'il avait obtenu une note, déplorant de ne pas avoir obtenu une note S. Le berserker rassura Chang en lui disant qu'une amélioration était déjà louable, et que seuls les plus chanceux pouvaient obtenir un grade S. L'homme mage a ajouté que terminer une deuxième transformation à 18 ans était déjà un exploit convoité par les meilleures universités, et que les tâches de grade S étaient des opportunités rares. L'ecclésiastique se tourne alors vers Wang Yu, qui baisse silencieusement les yeux. Le groupe marque une pause. Le clerc remarqua l'expression étrange de Wang Yu et se demanda si elle avait tiré une tâche de rang inférieure à C. Chang se dit avec suffisance que même la fille géniale dont on fait l'éloge a ses mauvais jours, car le niveau de la tâche influe directement sur les bonus d'attributs et le déblocage des compétences. Chang la console en lui disant de ne pas se laisser abattre et de travailler dur pour rattraper son retard à l'avenir. Il lui propose son aide si elle prend du retard dans une tâche de niveau C, estimant qu'il s'agit là d'un revers. Elle a informé Chang avec colère qu'elle n'avait pas été contrariée par un surclassement, et qu'elle ne le serait donc pas par une catégorie S. Elle a donc demandé à Chang de l'aider à trouver une solution. L'ensemble de son équipe est choqué. L'ecclésiastique lui a demandé pourquoi elle ne l'avait pas dit plus tôt, et elle a répondu que c'était parce que sa situation semblait différente de celle des autres. La révélation de sa tâche a permis d'ouvrir une classe cachée jamais vue auparavant. En haussant le ton, il lui a demandé comment c'était possible. Il lui fait remarquer que lorsqu'elle s'est réveillée, sa profession était déjà déterminée, et mentionne qu'il n'a jamais entendu parler de profession cachée déclenchée lors d'un changement de profession. Il lui demanda également si elle ne se trompait pas. Quelques instants auparavant, Wang Yu se trouvait à l'intérieur de la formation de transition, lorsque le système a révélé que le système d'avancement de la profession avait détecté la possession d'un objet clé, l'emblème de l'avant-garde. Cet objet pouvait faire passer sa profession initiale d'archer véloce à ombre de l'avant-garde, la tâche de changement de profession subissant les modifications correspondantes. Par conséquent, sa profession actuelle, celle d'archer rapide, est devenue celle de l'ombre de l'avant-garde. Le système lui a demandé si elle souhaitait poursuivre l'avancement. Elle se demande ce qui se passe et pourquoi une telle interface existe. Mais il se souvint que l'emblème de l'avant-garde était un cadeau de Ning Feng, surpris par son effet. Elle se demanda si Ning Feng était au courant de cette avancée. Acceptant avec gratitude l'avancement, elle remercia Ning Feng pour son cadeau. Elle a expliqué à l'ecclésiastique comment cela s'était passé, ce qui a amené l'ecclésiastique à se demander comment elle pouvait prendre de telles décisions en toute décontraction. Cheng, s'interposant bruyamment, lui a demandé ce qu'était l'ombre de l'avant-garde, exprimant son scepticisme quant au système de changement de profession et l'avertissant qu'un mauvais choix pourrait ruiner sa vie. Elle lui a fermement dit de ne pas s'inquiéter de ses affaires. Il insiste sur le fait qu'il se préoccupe de son bien-être. Mais la conversation fut joyeusement interrompue par le berserker, qui exprima son envie et demanda comment quelqu'un pouvait obtenir une profession cachée 5 étoiles et continuer à progresser. Le clerc exprima lui aussi le souhait d'avoir un ami d'enfance comme Ning Feng, laissant Cheng tremblant de colère sur le côté. Cependant, Cheng s'est calmé, déterminé à trouver l'emblème quel que soit le coût ou le danger encouru. Pendant ce temps, Ning Feng sortit l'emblème divin, un objet consommable de qualité orange, accordant un bonus permanent de plus 5 aux attributs d'endurance et d'esprit. En le consommant, son niveau S atteint 100%. Le système a alors indiqué que son changement de profession avait commencé. Il riait joyeusement, non seulement à cause de l'augmentation significative de ses attributs, mais aussi parce que de nouvelles compétences passives lui avaient été ajoutées. Il s'interrogea sur le niveau de maîtrise qu'il pourrait atteindre dans la manipulation précise d'un sort interdit. Le système a révélé qu'il avait acquis une compétence passive, maîtrise des ténèbres, qui augmentait considérablement son contrôle sur le pouvoir des ténèbres, lui permettant de manipuler avec précision des sorts interdits. Il criait, enthousiaste à l'idée d'essayer la prochaine fois, tandis que Duan l'attendait dehors. Soudain, quelqu'un apparaît, c'est Kuang Lan. Elle se demandait si Duan était le combattant qu'elle avait rencontré la dernière fois et pourquoi il était avec Ning Feng. Elle remarqua alors que Duan semblait garder Ning Feng, et se souvint que, selon les enquêtes des services de renseignement, Duan, malgré son jeune âge, possédait déjà la force d'une 4e transformation. Même à l'échelle nationale, Duan était considéré comme un individu rare et fort. Cependant, d'après son personnel, lorsqu'ils entraient, le combattant Duan suivait toujours Ning Feng, faisant preuve d'une attitude très respectueuse. Elle dit ensuite à Kai Wai que son élève n'est pas simple, et que c'est à elle de jouer ensuite. Kai Wai répond qu'elle ne doit pas s'inquiéter, car elle ira elle-même vérifier auprès de Ning Feng. Elle croyait que Ning Feng ne deviendrait jamais leur ennemi. Quelques instants plus tard, il sortait avec Duan. Il bavardait joyeusement lorsque quelqu'un l'a appelé par derrière. Il est surpris de voir son professeur, Kai Wai. Il lui dit alors qu'il se souvient qu'elle l'a appelé plus tôt et lui a demandé si elle avait besoin de quelque chose.
Elle lui répond qu'il y a effectivement quelque chose qu'elle veut savoir sur lui. En entendant cela, Duan l'appelle patron et lui dit qu'il l'attendra là-bas. Ce qui le surprend lorsque Kai-Wai lui demande pourquoi Duan l'appelle patron. Il rit maladroitement et lui dit de ne pas faire attention à Duan parce qu'il plaisantait. Elle lui demande s'il est vrai qu'il a accompli la première transformation, le laissant confus et sans réponse. Il est surpris car, bien qu'il n'ait pas prévu de garder son pouvoir secret, il a été découvert trop rapidement. Il savait que son professeur, Kai-Wai, avait toujours pris soin de lui et était l'une des rares personnes en qui il pouvait avoir confiance. Croyant qu'elle ne lui ferait pas de mal, il a répondu par l'affirmative et lui a dit qu'il était un peu compliqué de l'expliquer et qu'il ne voulait pas que trop de gens le sachent. Elle posa ensuite une autre question qui pouvait sembler étrange mais qu'elle devait absolument confirmer. Elle lui demande s'il a été influencé par le pouvoir des ténèbres. Il répondit par une question, se demandant pourquoi elle demandait une telle chose et si les anomalies de son système devenaient évidentes. Elle lui explique que, comme il le sait, le monde a récemment connu des anomalies, la frontière entre leur royaume et la réalité s'étant affaiblie, ce qui a conduit de nombreuses personnes à être influencées par le pouvoir des ténèbres et à se transformer progressivement en mutants. Il lui a répondu qu'il comprenait ses inquiétudes, mais l'a rassuré en lui disant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Il n'est pas un mutant. C'était un mensonge, car il savait que les mutants étaient étroitement surveillés par les autorités, et il voulait éviter toute association avec eux. Elle a ensuite produit un cristal noir, exprimant l'espoir qu'il coopérerait à un test. Elle lui explique qu'en injectant son pouvoir dans le cristal, il révélera l'étendue des ténèbres en lui. Il regarda le cristal avec hésitation, transpirant abondamment, ce qui n'échappa pas à la jeune femme. Elle se demanda s'il ne s'agissait pas d'un mutant. Avec un rire gêné, il avoue sa nervosité, qu'il attribue à la nouveauté de la situation. Puis il a canalisé son pouvoir dans le cristal. Il se brise et explose dans la main de Kai-Wai. Stupéfait par le résultat, il s'interroge sur ce qui vient de se passer. Kai-Wai, secoué par la peur, se souvient de l'explication de Kuang Lan, selon laquelle le cristal noir est un cristal démoniaque, extrêmement sensible à la puissance des ténèbres. Les autorités l'utilisaient souvent pour détecter les mutants. Le cristal vibre lorsqu'il détecte l'obscurité, l'intensité de la vibration indiquant le niveau d'obscurité. Cependant, elle ne sait pas ce que signifie un éclatement direct. Il lui avoue qu'il lui semble incroyable de changer de profession juste après son réveil, mais lui rappelle leur relation de longue date, se demandant si elle n'a pas au moins confiance en lui en tant que personne. Elle réfléchit au jeune homme devant elle, qui a perdu 16 parents à un âge précoce et s'est réveillé plus tard que ses pères, mais qui a réussi à garder une attitude optimiste et positive. Elle a alors répondu qu'elle lui faisait personnellement confiance, mais qu'il était de son devoir de rapporter les événements de la journée, en espérant qu'il comprendrait. Il l'a rassuré en lui disant qu'il comprenait sa position, exprimant son incertitude quant à la réaction du fonctionnaire et envisageant la possibilité de quitter la ville de Kinyu si nécessaire. Elle lui a ensuite remis un cadeau qu'elle avait préparé pour célébrer la réussite de son premier tour. Il lui tend un livre de compétences violet. Il l'a accepté avec reconnaissance et lui a offert un cadeau en retour, la remerciant pour ses années de soutien. L'objet était une ceinture de plumes sacrées, de qualité orange, avec un niveau requis de 30, augmentant l'esprit de 20, la récupération d'endurance et l'efficacité des soins de 50%, la résistance aux ténèbres de 100%, et offrant la capacité spéciale de lancer des sorts de soins sans chanter, autorisant jusqu'à 3 incrustations. Elle s'est exclamée, surprise, par la précieuse fonction pas de chant, reconnaissant qu'elle pouvait sauver des vies dans des moments critiques. Malgré ses protestations quant à la valeur du cadeau, il insiste sur le fait qu'il s'agit simplement d'un butin provenant de la transition de sa profession et lui demande de ne pas être poli. Annonçant que son ami l'attendait, il s'excusa, la laissant s'émerveiller de son départ avec Duan. Elle avait du mal à croire que Ning Feng lui ait offert un objet aussi prestigieux, tout en s'interrogeant sur sa véritable nature. Plus tard, dans le bureau de l'aventurier, Kai-Wai présente le cristal noir brisé à Kuang Lan, qui a avoué n'avoir jamais rencontré un tel phénomène. Alors que Kai-Wai s'inquiète de la possibilité que Ning Feng soit perçu comme une menace, Kuang Lan lui conseille de laisser tomber. Elle s'interroge sur le bien fondé de cette approche. Kuang Lan expliqua que leur élève avait peut-être dépassé leur compréhension actuelle, suggérant qu'il devrait chercher à gagner la confiance de Ning Feng plutôt que de le provoquer en s'intéressant de trop près à ses capacités. La femme demanda à Kuang Lan s'il fallait signaler l'incident. Kuang Lan a répondu par la négative et lui a demandé de suspendre l'enquête sur Ning Feng pour le moment, toutes les informations y afférentes devant rester strictement confidentielles. Elle accepta catégoriquement, estimant que, compte tenu de la jeunesse de Ning Feng et de son manque de soutien, cette décision constituait également une forme de protection pour lui. Kuang Lan suggéra que puisque Ning Feng préférait garder ses secrets, leur attention devrait se porter sur l'artiste martial. De plus,
Avec la saison de recrutement en cours, l'ajout d'un autre individu fort dans leur rang ne pouvait qu'être bénéfique. Pendant ce temps, à la résidence de Ning Feng, Duen remarqua l'humeur maussade de Ning Feng et en demanda la cause. Ning Feng a indiqué que son professeur, Kai Wai, lui avait envoyé un message pour l'informer de l'annulation de son enquête. Lorsque Duen se demanda si c'était une bonne nouvelle, Ning Feng reconnut que c'en était une, mais il exprima des inquiétudes quant à la montée en niveau à l'avenir. Il remarqua qu'à chaque fois qu'il perturbait un royaume mystérieux, cela créait des troubles importants, attirant l'attention non désirée des autorités. Il craignait qu'une telle surveillance n'entraîne des complications. Duen s'émerveilla des problèmes uniques de Ning Feng, pensant qu'il s'agissait en effet des préoccupations d'une personne extraordinaire. Il a suggéré de se concentrer sur la montée en niveau dans les royaumes mystérieux non répertoriés. L'émergence de nombreux nouveaux domaines en raison d'anomalies dans le monde. Certains échappent au contrôle des autorités en raison de contraintes de ressources. D'autres sont sous l'emprise de forces malveillantes. Ning Feng jugea cette approche intéressante et demanda à Duen s'il avait des pistes sur de tels royaumes. Duen a confirmé qu'il avait des informations sur 2 d'entre eux et qu'il pouvait en obtenir d'autres, compte tenu des besoins de Ning Feng. En acceptant de compter sur l'aide de Duen, Ning Feng considérait que cette stratégie était plus pratique que de relever les défis en tant qu'étudiant. Il avait également prévu de se rendre au comptoir commercial le lendemain pour vendre son butin, voyant là une occasion idéale de se reposer. Confiant dans ses capacités améliorées en matière de sorts interdits, Ning Feng ne s'inquiétait pas d'être à la traîne par rapport aux autres. Plus tard, à l'hôtel Express, Duen se dirige vers l'entrée. Il n'avait pas réalisé qu'il était déjà le soir après être revenu de chez Ning Feng et décida de passer une autre nuit à l'hôtel. Il prévoyait de chercher un logement à louer le lendemain. En entrant dans l'hôtel, un homme l'a accueilli chaleureusement, ce qui a incité Duen à s'enquérir de l'identité de cet homme. L'homme se présenta comme Zhang Jai, le maire de la ville de Qinyu, et exprima sa gratitude à Duen pour son aide lors de la récente invasion du Royaume des Mystères. Zhang Jai était impatient de savoir si Duen avait l'intention de s'installer dans la ville de Qinyu. Duen a confirmé qu'il souhaitait effectivement s'installer dans la ville. Satisfait de cette réponse, Zhang Jai a fait part de l'accueil chaleureux de la ville aux personnes fortes comme lui. Il a remis à Duen une aventure spéciale ou une lettre de créance. Il a expliqué que cette carte, délivrée par la ville, était assortie de privilèges considérables. Zhang Jai a assuré à Duen que s'il avait besoin de quoi que ce soit à l'avenir, la ville ferait tout son possible pour l'aider. Acceptant la carte, Duen l'examine pensivement. Zhang Jai a indiqué qu'il savait que d'autres villes avaient déjà tenté de recruter Duen, mais qu'elles avaient été rejetées. Il espère que Qinyu, plus petite, ne sera pas considérée comme moins désirable par Duen. Cependant, Duen a exprimé sa gratitude et a accepté l'offre. Les inquiétudes de Zhang Jai se dissipent. Zhang Jai, ignorant la situation de Ning Feng, était ravi à l'idée que Duen devienne une puissance de 4e tour dans la ville de Qinyu. Il pensait que la suggestion de Sulan de recruter Duen était excellente. Après avoir appris que Duen était à la recherche d'un logement, Zhang Jai insiste sur le fait que Duen n'a pas besoin de s'inquiéter et promet d'arranger les choses immédiatement. Duen remercie Zhang Jai, appréciant son geste. Pendant ce temps, chez Ning Feng, il a gagné son jeu en ligne et s'est rendu compte qu'il était très tard et qu'il était temps pour lui de dormir. Mais il se demande pourquoi leur groupe de classe est encore en train de discuter à cette heure tardive. Il ouvre alors la boîte de discussion et voit son camarade Zhang Liu demander aux autres quel est leur niveau actuel. Ce à quoi ses camarades répondent. Junana dit à tout le monde qu'il semble qu'ils soient tous en dessous du niveau 30. Et Zhang Liu, paniqué, demande ce qu'ils doivent faire alors que tous les donjons de la ville sont fermés et qu'ils ne sont pas autorisés à sortir de la ville facilement, ce qui fait que leur niveau va baisser. Motiobo dit à tout le monde qu'il a entendu dire que les déesses sont sorties de la ville et Fang Yu répond qu'elles sont allées accomplir leurs tâches de 2e niveau. Mais ils ne devraient pas en parler, car s'ils ont la capacité du 1er niveau, ils peuvent aussi sortir. Il sait que ses camarades de classe se sont éveillés à l'âge de 16 ans et ont voulu participer à l'examen d'entrée à l'université, qui exige d'atteindre le niveau 1 ou plus, et il ne s'attendait pas à les surpasser en quelques jours seulement. Il lit alors dans la boîte de dialogue que Laidening dit à tout le monde que pendant qu'ils s'inquiètent, il y a des gens qui ont une meilleure mentalité qu'eux, et que certains jouent à des jeux jusqu'à maintenant. Laidening l'a alors mentionné. Il sait qu'il s'agit d'un autre admirateur de Wang Yu, et se demande si Laidening a vu les mises à jour de son compte, et en quoi cela les regarde qu'il joue à des jeux. Il voit alors son professeur Kai Wai dire à Laidening de s'occuper de ses affaires et de ne pas se préoccuper des autres, ce qui pousse Laidening à effacer ses messages. Il arrive victorieusement et a crié que son professeur Kai Wai était vraiment attentionné. Il se tourne ensuite vers la boîte de discussion lorsqu'un message apparaît et voit que Motiobo a envoyé des nouvelles de plusieurs endroits subissant des invasions de donjons.
causant de sérieuses pertes, et dit à tout le monde qu'il a entendu dire que certaines villes sont complètement tombées, occupées par des monstres. Les zones de sécurité sont inutiles, et d'autres sont occupées par des mutants incontrôlables. Zhang Luo répond qu'il était là aussi, mais plus tard, il apprend que c'est un gros bonnet inconnu qui a chassé les monstres. Lai Dening demande si la ville de Qingyu dispose d'un grand ponte caché aussi puissant, et Zhang Luo répond que le sentiment de sécurité est soudain très fort. Lai Dening dit alors que s'il savait qui est ce gros bonnet, il irait se prosterner devant lui comme devant son grand-père. C'est ce qu'il avait déjà crié. Il avait seulement entendu Kai Wai et dû parler de l'anomalie mondiale. Il ne s'attendait donc pas à ce que ce soit aussi sérieux, et il a ensuite supplié de ne pas tout gâcher pour lui, parce qu'il venait juste de commencer à profiter de quelques bonnes journées. Il pense que c'est dommage pour le monstre de la dernière fois, sinon il l'aurait tué. Le démon à l'intérieur du pendentif éternue, et demandez-lui pourquoi il a soudainement eu peur. Le lendemain, au comptoir de Yuancheng, Yang Xin, qui avait été blessé la dernière fois, a repris le travail. La dame l'a vu et lui a demandé comment quelqu'un pouvait venir travailler sans s'être complètement remis de ses blessures. Elle a répondu en bégayant qu'elle n'était pas gravement blessée, et qu'elle allait bien maintenant. Mais la dame lui a dit que même si elle disait qu'elle allait bien en apparence, elle voulait en réalité grimper sur les hautes branches dès que possible dans son cœur. Elle cria à la dame qu'elle ne l'était pas, mais celle-ci lui dit que c'était dommage car sa haute branche n'était qu'une petite voleuse qui n'en savait pas plus. Ning Feng, dit-elle, avait en fait volé un homme fort de 4e transformation et avait probablement été réduit en pièces à l'heure qu'il estimait. Elle cria avec colère à la dame qu'elle disait n'importe quoi, car Ning Feng ne pouvait pas être ce genre de personne. Mais la dame lui dit en riant que leur maître, Wang, avait spécialement envoyé quelqu'un pour enquêter sur ce type, et que le nom de famille Ning n'était qu'un déchet qui s'était éveillé en tant que professionnel d'une étoile à l'âge de 18 ans, ses 2 parents étant morts prématurément, et il n'avait pas la capacité d'obtenir des objets de haut niveau. La dame lui dit aussi que maintenant que l'homme fort de la 4e transformation était venu directement à la porte de Ning Feng, si Ning Feng n'était pas un voleur, alors la question était de savoir ce qu'il était. Soudain, quelqu'un de tranchant apparaît devant la dame. Il s'est excusé auprès d'elle et lui a dit que sa bouche avait vraiment besoin d'être battue parce qu'elle avait failli lui faire perdre son sang-froid. La dame s'est effondrée sur le sol, effrayée, tandis que devant elle se trouvait une pierre tranchante provenant du sol. La dame s'est retournée et a vu que c'était lui et lui a demandé « Comment ose-t-il utiliser des sorts offensifs dans un comptoir commercial ?» La dame cria alors pour appeler les gardes. Yang Xin lui a dit de partir rapidement avant l'arrivée des gardes, mais il lui a simplement dit de ne pas s'inquiéter. Elle lui expliqua que les forces au-dessus du comptoir de Yuancheng n'étaient pas petites du tout et que les gens ordinaires ne pouvaient pas se permettre de les offenser. Donc s'ils l'attrapaient, ce serait gênant. Soudain, quelqu'un avec les gardes est apparu. Et Wang lui a demandé qui lui avait donné le courage d'agir de manière imprudente dans leur comptoir de Yuancheng. Il a simplement dit à Wang qu'il avait entendu dire qu'il enquêtait sur lui dans son dos et qu'il l'avait même accusé d'être un voleur. Wang lui a dit que, qu'il soit voleur ou non, c'est lui qui savait le mieux, et que s'il voulait l'interroger, il n'était pas assez qualifié. Les gardes se sont alors précipités sur lui, mais il a simplement montré sa carte et a dit à Wang qu'il comprenait maintenant que c'était ainsi qu'il traitait les clients de son comptoir de Yuancheng. En voyant la carte, les gardes se sont empêchés de s'approcher de lui. Wang, qui était sous le choc, lui a demandé s'il s'agissait de la carte noire suprême de leur comptoir, et la dame a demandé comment cela était possible. La dame s'est alors écriée qu'il s'agissait d'un faux. Il a dit à Wang qu'il s'agissait d'un cadeau du maire Kai Dongming, et qu'il avait donc un certain poids. Wang lui a demandé d'où il tenait cette information, mais il a rétorqué en lui demandant s'il n'était pas doué pour les enquêtes, et lui a dit d'enquêter lui-même. La dame, horrifiée, demanda à Wang ce qu'il devait en faire, mais ce dernier se contenta d'ordonner aux gardes de garder un œil sur Ning Feng pendant qu'il passerait un coup de fil pour se renseigner. En revanche, les personnes qui se trouvaient à l'extérieur n'étaient pas autorisées à entrer et se demandaient ce qui se passait, car les gardes les empêchèrent de passer. Un peu plus tard, Kai Dongming, qui était au téléphone avec Wang, lui a dit que le siège l'avait informé qu'il enquêtait sur la carte de membre qu'il avait donnée à Ning Feng, et lui a demandé ce qui se passait. Wang répond en bégayant qu'il ne se passe rien et qu'il s'agit juste d'un petit malentendu, sachant que le père de Kai Dongming est l'un des fondateurs du comptoir commercial et se demandant comment Ning Feng a pu se lier d'amitié avec Kai Dongming. Mais Kai Dongming, en criant, dit à Wang que Ning Feng est quelqu'un qu'il a travaillé dur pour gagner, et que s'il l'offense, Wang répond avec crainte qu'il ne l'a pas fait, et dit à Kai Dongming de ne pas s'inquiéter parce qu'il s'en occupera correctement. Cependant, Kai Dongming comprit qu'il avait vraiment offensé Ning Feng, et lui demanda ce qui lui avait donné le courage de le faire. Kai Dongming frappa sa table avec colère, et dit à Wang de l'attendre parce qu'il arrivait tout de suite,
Puis il raccrocha. Wang se demande alors, en larmes, quelle est la relation entre Kai Dongming et Ning Feng, et pourquoi Kai Dongming est si en colère. Wang décide alors d'appeler ce gros bonnet de la 4e transformation et de lui dire que la combinaison de combat a été retrouvée. Sachant que même si Duan affronte Kai Dongming, Duan devra faire preuve de respect. Quelques instants plus tard, dans la salle d'attente de l'échangeur de Yuan Cheng, Kai Dongming et Duan se précipitent vers lui. Il leur a demandé pourquoi ils étaient là et Yang Xin a été surprise de voir le maire Kai Dongming et le patron 4 étoiles de la dernière fois, se demandant pourquoi il semblait si chaleureux avec Ning Feng. Kai Dongming et Duan regardent alors la dame avec colère. Elle a peur et se demande pourquoi ils la flattent tous. Elle est choquée de voir son patron, Wang, affaibli et vaincu. La dame a demandé à Wang c'est eux qui n'allaient pas. Et Wang a répondu que c'était fini et que tout était parti. Kai Dongming lui a demandé respectueusement s'il n'avait vraiment pas besoin qu'il s'excuse, et il a répondu que ce n'était pas nécessaire, parce qu'il ne pensait pas que Wang était le genre de personne qui se repentirait simplement en s'excusant. Kai Dongming a alors crié à Wang et à la dame de faire leur bagage en vitesse et de quitter les lieux. Les deux hommes sont stupéfaits, en état de choc et de défaite. Wang a ensuite giflé la dame en lui criant que tout était de sa faute et qu'elle l'avait ruiné. Kai Dongming, frustré, a appelé les gardes et leur a ordonné de faire sortir ces deux-là. Quelques instants plus tard, dans le salon VIP, Yang Xin leur a servi du thé. Et Kai Dongming remarqua que Ning Feng semblait avoir une bonne impression de Yang Xin, et fut heureux que cela ne ruine pas complètement la réputation de l'échange. Yang Xin l'a alors regardé fixement, pensant qu'il était vraiment impressionnant parce que, à un jeune âge, il était capable de converser avec ses gros bonnets sans aucun effort. Kai Dongming lui a alors dit qu'elle s'était trompée cette fois-ci, mais qu'elle devait travailler dur à l'avenir et que l'échange ne la laisserait pas tomber. Elle a timidement accepté et a répondu qu'elle allait certainement travailler dur. Il s'est excusé auprès de Kai Dongming de s'être donné tant de mal pour lui. Mais Kai Dongming lui a répondu que ce n'était pas un problème, car ses affaires étaient ses affaires, et que sans son intervention la dernière fois, la ville de Longfu aurait été en danger. Kai Dongming lui a alors dit qu'il semblait intéressé par le catalogue des trésors de la bourse, et lui a demandé s'il cherchait quelque chose en particulier. Il répond par l'affirmative et demande à Kai Dongming s'il a entendu parler de ce qu'on appelle la relique de la faim. Kai Dongming lui a demandé de quelle relique il parlait, et Duan l'a interrogé sur la fin de cette relique. Mais il leur a simplement dit de ne pas s'en préoccuper et qu'il l'avait vu sur Internet hier, et qu'il pensait donc qu'il s'agissait d'un objet rare. Il se souvient alors d'avoir sorti le livre de son inventaire. Il s'agissait du livre d'extraction d'énergie spirituelle donné par son professeur Kai Wai, pour que les mages puissent temporairement reconstituer leur mana au combat. Il se demandait quel genre de sortilège interdit cela pourrait bien devenir. Il l'a ensuite absorbé en utilisant sa compétence de confluence obscure. Il absorbe le pouvoir résiduel des ténèbres et le transforme en ses propres attributs. Ensuite, il s'est demandé si ce caractère se prononçait D, car il n'en avait jamais entendu parler, et a constaté que le système ne l'expliquait pas, ce qui l'a amené à se demander où il était censé le trouver. Cependant, il décida de l'oublier pour un moment, car il n'y avait pas d'urgence à l'utiliser, et il s'endormit. Un peu plus tard, lorsqu'il eut terminé ses affaires à la bourse, Kai Dongming lui dit que le voyage était précipité, mais que la prochaine fois, ils devraient visiter à nouveau la ville de Longbo. Il les accueillera. Kai Dongming sortit alors un parchemin de téléportation et l'utilisa pour retourner à la ville de Longbo. Il dit alors à Duan qu'ils devraient remanger quelque chose ensemble, mais Duan propose qu'il mange chez lui. Un instant plus tard, dans la villa de Duan, il s'étonna en regardant autour de lui et demanda à Duan si c'était la maison que la ville lui avait offerte. Duan répondit qu'on disait que les personnes de 4 tours et plus qui choisissaient de rester dans la ville de Qingyu bénéficièrent d'un traitement spécial, et que s'il s'y plaisait, il devrait envisager de s'y installer et qu'il pourrait trouver un autre endroit. Mais il s'est contenté de répondre en riant à Duan que ce n'était pas nécessaire, qu'il économiserait de l'argent et en achèterait un, afin d'être son voisin. Duan lui dit sérieusement que s'il avait besoin d'argent, il en avait aussi. Mais il demanda simplement à Duan comment il pouvait utiliser son argent. Il sourit, sachant qu'il avait gagné une bonne quantité de pièces de cristal en vendant de l'équipement ces derniers temps, alors les convertir en argent et acheter une villa n'était pas un problème pour lui. Mais de cette façon, il ne lui resterait plus beaucoup de cristaux. Et s'il en avait besoin plus tard, c'était toujours un peu gênant. Il savait qu'il n'y avait pas d'urgence à emménager. Il ne devait donc pas trop s'inquiéter. Après avoir mangé, il a bu du thé et s'est senti revigoré. Duan lui dit que la zone de la villa avait ses propres chefs et qu'il les avait déjà appelés, de sorte qu'ils seraient bientôt là, ce qui lui fit penser que c'était tout à fait pratique. Soudain, le téléphone de Duan sonne. Zhang Jai lui dit qu'il a besoin de son aide, car l'équipe d'enquêteurs d'en haut enquête sur les catastrophes qui ont frappé leur ville, et qu'il y a des complications, et qu'il aimerait en discuter avec lui. Duan l'a regardé,
ce qui l'a rendu confus, et Duan a pensé que leur enquête pourrait affecter Ningfeng. Alors il a pensé demander l'opinion de Ningfeng d'abord. Il s'est excusé auprès de Zhang Jai et lui a expliqué qu'il n'aurait peut-être pas le temps aujourd'hui. Zhang Jai lui dit qu'il n'y a pas de souci à se faire et qu'il n'a qu'à le contacter dès qu'il en aura le temps dans les 2 jours à venir. Après que Duan lui a tout raconté, il lui a dit qu'il se demandait quel genre de personnes ils étaient. Entre-temps, quelqu'un a dit que dans la ville abandonnée de Qinyu, l'idée d'un patron mystérieux était risible.